Voilà, bon. Alors il y a un micro qui fait du bruit, c'est sûr. Peut-être qu'on va quand même vous demander, selon un peu la formule rituelle ici, si vous avez, si vous voulez commencer par une remarque ou une question parmi vous. Allez-y. Alors, la seule chose, c'est attendre le micro. Juste comme ça va permettre aussi. Bonjour, bonsoir. Est-ce que tu pourrais relier ce que tu as dit au début sur parce que ça m'est sorti de la tête pendant le film et j'ai envie de m'en souvenir, sur le faux Mingo, le vrai Mingo et comment tu étais arrivé à ce personnage qui ouvre le film avec le t-shirt Top Gun. Ah oui. En fait, ce qui s'est passé, le faux Mingo, c'est un vrai Mingo, hein. Il n'y a pas de faux Mingo quelque part. Non, le faux Mingo, c'est la ville de Clairton dans Voyage au bout de l'enfer. Parce qu'en fait, Cimino a tourné dans cette ville-là et l'a rebaptisé en fait Clairton. Et ça, c'est le vrai, pour le coup, le vrai Mingo, qui est situé, au bord de l'Ohio River. Donc on est très très loin, très très haut comme ça. C'est dans une espèce de ceinture, enfin la fameuse ceinture américaine qui est plutôt... économiquement, une situation un peu compliquée, ça se voit, hein, c'est une ville en phase de fantomisation, presque, on pourrait dire, Mingo Junction. Et le premier que j'ai eu au téléphone, en fait, c'est Jim, celui qu'on voit au tout début, qui à la fin se dit, oh là là, c'est terrible, il manque le nom de Michael Cimino sur le panneau. Et c'est le premier avec lequel j'ai vraiment conversé. Et donc c'est lui qui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens de Mingo Junction, ils ont été plus qu'utiles pour le tournage du film. C'est-à-dire que si j'avais pas eu de répondants, et non seulement eux se souvenaient du film, avaient envie, avaient effectivement fait cette espèce de fresque-là, avaient presque ce qu'ils appellent les Comedy Days, c'est-à-dire Mingo Junction une fois par an, où entre eux ils se racontent des histoires de Voyage au bout de l'enfer, ils se racontent leurs souvenirs, parce que certains sont très vieux là-dedans. Orin, par exemple, celui qui réparait les Cadillacs de De Niro, Boom Boom qui apparaît dans les séquences avec Walken, c'est des gens qui sont vieux, c'est un peu âgés. Et donc lui, là, quand on est arrivé, parce qu'en fait on a tourné le film comme une sorte de... Il y a un truc qui je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça suffit. Ah non, ça vous n'allez pas m'entendre sinon. C'est bizarre quand même. Ouais, vous entendez, hein, dès que je parle là, c'est terrible. Ouais. Dès que je parle là. Il y a une... Et c'est dément, ça n'a jamais fait ça. ça dégénère. Peut-être qu'il en faut deux. Et si je parle avec les deux, non, c'est pas... Tu peux voir si tout est bien allumé là. Et c'est pas le micro-cravate qui peut faire une interférence? Il est coupé le micro-cravate. C'est un truc bizarre. Attends. Là, ça va. Donc, on va quelqu'un qui frotte le sol à côté de moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que celui qui donc le fameux Jim, quand on a tourné le film sous la forme d'un movie, on est parti à un moment donné de Los Angeles, et là on était parti pour 1 mois et demi, 2 mois, donc ce qui rendait impossible tous les retours en arrière évidemment, et le point, le zénith du voyage, c'était Mingo Junction, et qui pour moi était la partie la plus importante du film. Et on a passé 10 jours avec eux, et ils ont été, ils nous ont ouvert toutes les portes, c'est-à-dire et ils ont préparé presque notre arrivée, parce qu'il faut bien comprendre qu'un mec comme ça, personne ne vient jamais. Alors les gens qui filment, j'en parle même pas. La dernière fois, c'était Voyage au bout de l'enfer. Mais personne ne vient jamais, il n'y a quasiment pas de touristes américains qui passent par là, des touristes étrangers non plus. Donc notre arrivée, pour eux, c'était l'événement que ça a produit, c'est que c'était une manière aussi pour eux de se reconnecter à une forme de récit mythologique, en fait. Et j'ai compris en arrivant là-bas, mais même en parlant avec eux avant, combien Voyage au bout de l'enfer faisait partie de l'histoire récente, en gros du siècle dernier de la ville. Et il ne s'est pas passé grand-chose à Mingo Junction au cours des années 50 à aujourd'hui. Et donc il y a 3 trucs dans cet endroit-là qui font un peu la fierté du coin. Il y a un joueur de baseball dont il parle, Joe Fortunato, qui est né à Mingo Junction et qui a une carrière nationale. Il y a juste à côté de Mingo Junction, quand on franchit la rivière, il y a un endroit qui s'appelle Steubenville, qui est une sorte de petit bled comme ça, dans lequel est né Dean Martin. Donc il est partout, il y a des fresques de Dean Martin partout, donc pareil Dean Martin. Et puis il y a le tournage de Voyage au bout de l'enfer. C'est les 3 événements, les 3 choses qui font que Mingo Junction est sur la carte américaine
Donc les gens voilà, peuvent parfois de temps en temps entendre parler de ça. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Ça a été, quand je disais j'avais le film au début, c'est que j'avais une manière d'aborder Cimino, non plus vraiment comme un sujet, mais comme une focale. Et c'est ces gens-là qui me donnaient le film. Si c'était juste pour faire un doc illustré sur Michael Cimino, il est né, il a fait ça, il a écrit des films, etc. Je faisais un doc d'historien de cinéma, et ça ne m'intéressait pas beaucoup en réalité. Par contre, là, j'avais la possibilité d'aller voir la communauté, cette fameuse communauté de Mingo Junction, et en fait, d'essayer d'avoir... en fait, mon souhait, c'était presque, lorsque vous regardez le film, qu'au bout de 30-35 minutes, on oublie qu'on est venu voir un film sur Michael Cimino. J'avais presque envie qu'on se dise « Ah oui, c'est vrai que finalement, il y a Michael Cimino dans le titre, il apparaît au moment de la fresque et puis à la fin. » Mais moi, j'avais très envie qu'on oublie que c'est un film sur Michael Cimino, pour qu'on s'attache à cette communauté, qu'on la comprenne, qu'on rentre dans cette espèce de réalité-là. Et avec ce paradoxe, peut-être en tout cas qui n'était pas pour moi, que c'est au cours des 3 premiers quarts d'heure que j'allais le plus parler du cinéma de Michael Cimino, alors que son nom n'est jamais prononcé. Et que quand on se met à parler de façon un peu plus académique de Cimino, il a fait ça, voilà ce que je pense de ses films ou autres, là je dirais que on rentre sur les rails d'un Cimino plus connu, sur lequel on a un point de vue ou autre, mais moi ce qui m'intéressait c'était de me dire, Cimino, c'est assez important, il a fait des films importants, pour moi, j'imagine comme pour vous, je vous l'enfer c'est pas rien, et disons que ça fait partie de ces films qui nous ont appris, en fait, qui a beaucoup de choses, qui nous ont appris l'Amérique, qui nous ont appris le monde, quoi. Moi j'appartiens à une génération de gens pour lesquels le cinéma c'est important. C'est pas un divertissement et puis on sort, on joue de glace, oui c'est sympa, on passe à autre chose. Non, moi j'ai appris le monde par les films. Donc à partir de là, moi je me suis dit, il faut impérativement qu'on fasse saisir avec un espèce de geste, presque toute proportion gardée bien sûr, à la Cimino, c'est-à-dire qu'il faut, les films de Cimino, ils sont grands parce qu'ils viennent d'une compréhension, d'une vision, d'un amour de quelque chose d'autre que le cinéma. Si c'est juste on fait des films parce qu'on aime le cinéma, c'est un peu court. Hein. Non, les films de Cimino, ils nous amènent vers autre chose, vers l'Amérique, vers la communauté, vers la mélancolie, vers tout ce qu'on veut, et vers les problèmes existentiels, tout ce qu'on veut, c'est ça leur grande puissance. C'est pour ça que j'avais une vraie peur, c'est pour ça que j'ai mis du temps à trouver un peu la clé du film. J'avais une très peur de faire un film sur un cinéaste qui ne parlait que de cinéma, mais de façon un peu superficielle, c'est-à-dire en critique ou en historien de cinéma, et qui ne rentre pas dans la vérité de pourquoi je voulais en faire c'est puissant. C'est pas parce qu'il y a un super accord, parce que les acteurs jouent bien, parce que oui, bien sûr. Mais en fait, c'est pas très intéressant. C'est puissant parce que d'un seul coup, ça nous a raconté l'Amérique, quoi. Ça nous a raconté une communauté, ce qui lui est arrivé, etc. Et donc, la clé a été longue à trouver parce que j'aurais pas eu la copie de Mingo Junction. En fait, j'aurais pas eu ce point de départ. En fait, je faisais pas le film, tout simplement. Et parce que pour moi, la seconde partie du film n'a de sens que parce qu'il y a eu la première d'abord, et que le cinéma de Cimino, on pourrait presque dire, il est né de ces gens-là et d'espace, d'où les projections au début, où les films, où les extraits sont mal formés. J'avais envie qu'on ait le sentiment que les films viennent de l'espace et c'est pas l'inverse, quoi. Et donc, après, on peut se permettre de parler de cinéma, mais j'aurais jamais commencé avec Oliver Stone disant oui, je vais en faire, sa place dans l'histoire du cinéma, la catastrophe de la Porte du Paradis ou pas, que j'évacue assez vite. Mais ça, je savais dès Paris que c'était pas mon sujet, combien ça a coûté, pourquoi ça s'est planté, et combien de temps ils ont fait du roller skate, ça m'intéresse pas. Et par contre, donc ça c'était quelque chose que je savais qu'il fallait qu'on dégage assez vite. Mais voilà, tout ça pour dire que le titre original du film, c'est le travail, si on veut, c'était les dindes de Mingo Junction. Voilà. Pendant très longtemps, au moment de l'écriture, du tournage, j'avais ça en tête, ça va s'appeler comme ça. Mais pour plein de raisons, on dit que c'est pas possible. Quoi. Les dindes de Mingo Junction, les gens entendent des dindes. Donc, les dingues de Mingo Junction, et puis voilà. Et à la fin, ça devient effectivement Michael Cimino, un mirage américain, mais le nom de Cimino n'apparaît au moment du titre qu'ensuite. Ça c'est d'abord un mirage américain, qu'a incarné, comme beaucoup d'autres, Michael Cimino. Et presque le titre idéal aurait été juste un mirage américain pour moi, pour être tout à fait honnête. Après, pour plein de raisons, c'est compliqué d'enlever le nom de Michael Cimino, mais voilà, tout ça pour dire que Cimino était vraiment en fait une focale.
C'était une façon de rentrer dans ce que j'avais envie de faire, mais ne pas s'y arrêter. Voilà, si tu veux. Je sais pas si c'est clair. On va juste faire une chose, est-ce que tu peux... T'as un portable ou quelque chose pour... Un portable. Ah oui, c'est possible. On va voir. Hop. Cigarette électronique, ah oui, c'est particulier ici quand même. Non, c'est... Voilà. Je peux enlever mes chaussures si vous voulez. Non, ça peut pas Non, mais ça être vient de ça. la fréquence de ça. Tu modifies la fréquence? Là c'est un peu mieux là. Ah oui, Là, ça y est. voilà. C'est ça, hein? C'est les fréquences des micros Non, je et voudrais pas voilà. me déshabiller, enfin, c'était possible. On t'a pas dit qu'il y avait un happening. Non, mais vous m'avez pas dit que c'était ça quand même. Du coup, repartons un petit peu sur ce qui vient d'être dit, parce que moi, ce que je trouve aussi très saisissant dans le film, c'est justement quelque chose qui, quand vous parliez au début, vous avez dit cette phrase pour les gens de Mingo, j'arrive pas à prononcer, Mingo Junction. Mingo, voilà. Le tournage du film, maintenant, c'est un mythe pour eux. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans cette phrase, et qui travaille beaucoup le film, je trouve. C'est justement comment est-ce que vous revenez sur les lieux, à la fois parce que vous venez de le dire, ce sont les personnages, les personnes plutôt, qui sur place, c'est-à-dire la réalité, le quotidien, le côté presque, comment dire, ce que vous saisissez comme ça d'une Amérique qui vient aussi, qu'on a vu dans votre premier film qui était Louis. Et pourtant, immédiatement, ce qui me semble être, j'aimerais bien que vous rebondissiez là-dessus, très très fort dans le cinéma de Cimino, c'est cette articulation entre saisir la quotidienneté comme ça d'un groupe de personnes et pourtant, dès le premier plan, quelque chose qui a à voir avec une mythologie. D'ailleurs, le premier plan, on n'en a pas parlé, mais pour ceux qui connaissent bien Voyage au plongeur, c'est oui, voilà. Le deuxième plan du film, c'est le premier plan de Voyage au plongeur. J'aimerais bien que vous nous parliez. Alors, vous allez dire qu'on vient direct dans le. Non, mais c'est qu'en fait, vous avez dit beaucoup de choses et j'essaie d'organiser pour pas que ce soit ni trop long ni trop confus. Non, mais je pense que la question d'abord de la mythologie, elle est importante. C'est-à-dire que vous imaginez bien que moi, quand je débarque là, c'est pour ça que l'espèce de micro-séquence qui clôt le film, lorsque je leur apprends, enfin, parce que je ne l'ai pas dit au début, vous imaginez bien que ça m'a sauté aux yeux dès que je suis arrivé à Nudo Junction, où je vois tous les noms des acteurs, le titre du film. Mais celui de Michael Cimino. Alors, on est aux États-Unis, il y a une tradition, en tout cas populaire, qui fait que le producteur a une place plus importante et plus l'auteur du film. Et à part pour les cinéphiles, évidemment, le nom du réalisateur disparaît un peu en réalité. C'est qui a produit. Mais là, il n'y a même pas de producteur en réalité. Donc, moi, ça m'a frappé dès le début. Et je me suis dit, je ne vais pas les vexer, je ne vais pas les braquer, je ne vais pas sortir mon savoir en disant, vous savez, voilà, ce mural qui est là depuis 15 ou 20 ans, on arrive en France, il vous manque quelque chose, je ne suis pas l'inspecteur des travaux finis. Donc je me suis dit, à la fin, je vais quand même leur dire, après les avoir côtoyés, qu'on se soit apprivoisés les uns et les autres, etc., quand même, c'est cette chose-là. Mais l'absence de Cimino, c'est un acte manqué intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste qu'il faut rajouter le nom de Cimino, c'est que s'ils l'ont pas mis, il y a une raison profonde à laquelle ils n'ont même pas pensé, à savoir que pour eux, Voyage au bout de l'enfer n'est pas le même film que pour moi, ou pour nous ici. C'est-à-dire pour eux, c'est pas un grand film de l'histoire du cinéma. Voilà. Donc ils n'en parlent pas comme n'importe quel critique ou cinéphile en parlerait, avec des mots un peu savants, un jargon, pouvoir le replacer dans une histoire du cinéma, dans le parcours de Cimino. Non, pour eux, j'ai envie de dire que c'est plus important que ça. Pour eux, Voyage au bout de l'enfer, c'est un moment de leur vie. Et c'est un moment, c'est-à-dire que, disons que ce moment de leur vie, qui est une sorte d'âge d'or, pour eux, qui correspond à un âge d'or économique, à un âge d'or de vie, à un âge d'or du rapport aux enfants qui étaient encore là alors qu'ils sont partis, un âge d'or de tout, de la musique,
et aussi leur âge d'or, puisqu'ils vont vivre cet événement exceptionnel qui est qu'Hollywood vient s'installer ici pendant quelques semaines. Pour eux, en fait, Voyage au bout de l'enfer, c'est un film qui raconte leur vie. Tout simplement. Donc, moi, ce qui m'impose, et pas du tout un film comme moi je l'envisage. Hein, je ne suis pas né en Pennsylvanie, dans l'Ohio, ni rien, etc. Donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé moi, en fait, c'est que ça m'a fait percevoir des choses dont on peut avoir l'intuition quand on travaille sur un cinéaste, mais de façon beaucoup plus évidente et beaucoup plus brutale d'une certaine manière, que la puissance du cinéma, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que si la puissance du cinéma, c'est faire des colloques, ou faire les livres lus par 800 personnes pour des cercles de convertis, il n'y a aucune puissance au cinéma. Par contre, si la puissance, le fait de faire un film, et que ces gens-là, qui sont des, vous avez bien vu ce que c'est, hein, des gens évidemment ouvriers qui ont passé toute leur vie à travailler, qui sont culturellement relativement peu informés, etc. Si pour eux, je dois en faire important, c'est que là c'est un grand film. Et c'est pas parce que X ou Y écrit 1000 pages dessus que c'est un grand film, c'est parce que ces gens-là, pour eux, ça compte. Et donc, moi j'ai compris en allant les voir que donc il y a une confusion, mais très productive dans leur tête, entre Voyage au bout de l'enfer et leur propre vie. Hein, parce qu'ils ne font même pas la différence. D'ailleurs, quand ils me parlaient du film, à aucun moment ils m'ont dit qu'est-ce que ce plan est génial, ou la photo est incroyable, Ville aux immondes. Non, pas du tout. Ils me disaient, mais là, on le voit dans le film, c'est ce qu'ils racontent. Mais là, je me souviens, tu étais là à tel endroit, et là c'est ton grand-père. Et puis moi, quand je pense à Voyage au bout de l'enfer, je pense à mon pote qui est mort, etc. Donc là, je me suis dit, c'est ça la puissance du cinéma. Hein, c'est autre chose que la façon dont, entre petits cinéphiles, on en parle. Là, c'est vraiment la puissance du cinéma. Et donc, je me suis dit, un truc qui était tout bête, je vous raconte une anecdote parce qu'en fait, ça dit la même chose, c'est que j'avais depuis Paris, en fait, on écrit évidemment le film comme ça, et on se dit, voilà, il y a une structure qu'on va tenter d'accomplir, et puis au moment, évidemment, du tournage, il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, on les accueille ou pas, bon, et puis au moment du montage, on va écrire tout ça. Mais depuis Paris, je m'étais dit, je vais à un moment organiser, pour ces gens que je ne connais pas encore physiquement, une projection de Voyage au bout de l'enfer. Ça, je voulais faire dès le départ. Donc je vais arriver, je vais leur projeter Voyage au bout de l'enfer, et je vais les filmer, en train d'arriver, de regarder le film, et puis éventuellement d'en parler. Et quand j'arrive en fait à Mingo Junction, j'ai cette idée de le faire, mais j'ai aucune idée de la façon dont je vais le faire. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Alors au début j'arrive, je me dis, bon, c'est où les cinémas de Mingo Junction? Évidemment pas. Donc c'est évidemment le territoire américain, qui n'est pas aujourd'hui, comme il n'y a plus de drive-in en plus, qui n'est pas hyper bien desservi. Et donc je prends ma carte, j'en parle aux gens qui sont là, et je leur dis, mais alors, le cinéma le plus proche, il est où d'ici? Ils me disent, c'est 250 km, c'est Cleveland. Bon. Et donc, hypothèse, je prends, on casse la cagnotte, on prend 3 bus Greyhound, et on met 50 ou 60 habitants de Mingo Junction, et on les déplace à Cleveland. Et puis là, ils arrivent à Cleveland, dans un multiplex, avec des pop-corn, des pubs, je les installe pour leur diffuser une version 4K de Deer Hunter. Donc voilà, ça c'est le contresens total. Et je comprends, à un moment où j'ai cette idée, combien elle est idiote. Et je me dis, mais ça n'a aucun sens de faire ça, ces gens-là, de les mettre dans un multiplex, devant un 4K de Voyage au bout de l'enfer. Je veux dire, par contre, écoute ce qu'ils te racontent depuis le début, et c'est un peu ce que je disais, et qu'est-ce qu'ils me racontent depuis le début? Que pour eux, Voyage au bout de l'enfer, c'est un film de famille. Voilà. C'est vraiment ça le truc, c'est qu'ils m'en parlent comme d'un film de famille, puisqu'on repère les grands-pères, voilà. Et même les gens qu'on ne connaît pas parlent de soi. C'est ce que Clint, à la fin, lorsqu'il raconte son expérience du Vietnam, il fait, c'est le film qui produit son coming out. D'un seul coup, il dit un truc extrêmement intime, et quand vous êtes là, c'est compliqué, parce que c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on continue à filmer ou pas? Je veux dire, il faut étendre toujours quand même à haute... Enfin bref, il y a des questions, je dirais pas morales, mais un peu éthiques qu'on se pose quand même. Et je me suis dit, on continue à tourner parce que, d'abord, lui, à ce moment-là, il est en train de raconter cette histoire-là. Moi, je le vois après en lui disant, voilà, si vous ne voulez pas, cette séquence, elle dégage intégralement. Il m'a dit non, pas du tout. Et je vois bien à ce moment-là que la vision Voyage au bout de l'enfer déclenche un truc intime alors qu'il est revenu du Vietnam il y a 40 ans. La fin de la guerre, c'est 75, ça fait longtemps qu'il n'y est plus. Et donc, il va raconter ça. Et même l'autre, j'aime beaucoup ce que dit son copain à côté. On a souvent dit voyage, la scène d'image est trop longue, mais non, c'est important. Et là, on voit en des termes extrêmement simples ce que n'importe qui mettrait 25 pages à expliquer. Il dit juste c'est important parce qu'il faut qu'on aime ces gens-là.
Et après, Tarantino va arriver et nous dire à peu près la même chose, mais on voit bien que la simplicité, cette espèce de rapport authentique à un film qui a compté pour eux, fait qu'ils sont totalement clairvoyants sur le film. 10 fois plus, on pourrait dire que des experts. C'est ça que je trouve absolument fascinant. Et donc, je me suis dit, au moment de la projection, la façon dont il m'en parle me donne des clés de la projection. Puisque pour eux, c'est un film de famille, moi, je vais le projeter comme un movie. Donc, je suis allé voir le maire, celui qui, dans le film, porte les bières. Et il portait plus de bière qu'il administrait sa vie d'ailleurs, c'est adorable, mais bon, je lui ai dit, j'aimerais bien la salle derrière, dans votre bar, parce qu'il n'y a qu'un seul bar dans la ville, j'aimerais bien investir, et puis un soir on fait une projection, il me dit, pas de problème, au contraire, et donc de façon extrêmement artisanale, en fait, on a tiré un drap dans l'arrière de cette salle-là, et puis voilà, on a installé quelques chaises, un type d'un groupe de rock à côté, un bassiste, celui qui a les cheveux un peu longs, Bobby, est venu nous ramener sa sono de Steubenville. Donc c'était vraiment très artisanal, et même le cadre n'est pas complètement fait, enfin ça débordait un peu, et donc j'aurais projeté Voyage au bout de l'enfer, mais presque du point de vue de la façon dont eux le regardaient. C'est un home movie, donc on le passe comme j'aurais passé un petit film Super 8. Et donc ils l'ont regardé comme ça, et au début on voit la communion qui s'effectue. Et tout ça pour dire que, là pour revenir à un truc plus du rapport de Cimino par rapport à la question que vous posiez, c'est qu'ils atteignent une vérité extrêmement forte de ce qu'est Voyage au bout de l'enfer là en tant que film, etc. C'est que Voyage au bout de l'enfer, c'est d'un côté une grande forme, une grande forme opératique, une espèce de fresque, voilà, on va dire, je sais pas moi, du grand Viscontienne, pour faire court. Et puis à côté de ça, c'est en même temps un home movie. Donc c'est un film qui tient, on pourrait dire, la grande forme du macro et la toute petite forme du film de famille intime. Et c'est ça le génie de Cimino, c'est que c'est arrivé, les moments où il a été géniaux, notamment Voyage, La Porte, c'est vraiment le moment où il arrive à tenir ces deux choses-là, et un truc dont lui avait le secret en réalité. Et donc je me suis dit, ces gens-là, finalement, en regardant Voyage au bout de l'enfer, film monstrueux de l'histoire du cinéma, 5 Oscars, comme un home movie, il m'explique 10 fois mieux ce qu'est Voyage au bout de l'enfer. Évidemment, c'est un film grande forme, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi un home movie. Et d'ailleurs, Cimino l'a conçu comme ça. Moi, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé lors du voyage, etc. Lorsqu'il raconte tous les gens qui étaient là, qui ne savaient même plus si c'était dans un film ou pas au moment du tournage. Et on peut même penser, d'ailleurs, quand on regarde Voyage au bout de l'enfer, que ça a été d'abord, tout tournage est un film de famille pour ceux qui l'ont fait, d'abord. Donc, évidemment, Cimino ou De Niro ou tous ces gens-là ne voient pas, ou ne voient plus le film en tant que c'est un objet d'art, etc. Non, c'est une expérience qu'ils ont vécue. On voit bien que quand John Savage débarque, il parle, je n'avais rien dit, sur cette fameuse séquence lorsqu'il descend avec la musique que je lui mets, etc. Il n'a parlé que de son père, John Savage. Moi, j'ai fait un long entretien avec lui pendant des heures, etc. Je lui posais des questions, Voyage au bout de l'enfer, il me répondait sur son père. Donc à la fin, je me dis, il me raconte, pour lui, c'est un film qui a réglé, débloqué ou compliqué un rapport avec son père. Et lorsqu'on voit la séquence où il descend, qui était une séquence qui avait été pour le coup écrite avant, que j'espérais pouvoir faire, la première prise, c'est évidemment la première fois qu'il découvre, on ne pouvait pas se permettre de dire, vous rentrez là, regardez, puis faisons une répétition. Il m'a fait confiance, je lui ai dit, vous descendez là, il ne connaissait pas l'endroit, là vous restez pendant 10 minutes, il va se passer quelque chose, vous pouvez vous déplacer de la première vitre à la quatrième, et vous ne regardez pas la caméra, et vous faites ce que vous voulez. Et donc, j'avais besoin que la première prise soit la bonne. Si on avait une répétition, c'était... Et il fait ce qu'il fait, ce qu'on voit, et à la fin, la première réaction, lorsqu'il parle de Voyage au bout de l'enfer, c'est « Mon père a vu le film, papa, il m'a serré la main, il va pas parler pendant 6 mois. » Et c'est aussi un film de famille, Voyage au bout de l'enfer. Je pense à quelqu'un comme Meryl Streep, qui d'ailleurs que j'avais contacté et qui avait refusé exactement pour cette raison-là, que j'avais parfaitement compris, qui était que, vous devez sans doute le savoir, mais au moment pour ceux qui ont vu le Voyage, dans le casting, il y a De Niro, Walken, d'autres différents acteurs, et celui qui joue le rôle de Stan, celui qui est au lycée Godas au moment de la chasse, c'est John Cazale. John Cazale, acteur absolument génial, qui a fait 4 films dans les années 70, 4 chefs-d'œuvre, c'était celui de l'histoire du film américain qui a la filmo la plus parfaite. Mais John Cazale, au moment où Michael Cimino le choisit pour jouer le rôle de Stan, en fait se meurt. À ce moment-là, il a un cancer. Et si vous revoyez aujourd'hui le Voyage, regardez, pensez par moments à ça, parce qu'on voit le teint livide de John Cazale, et on voit en fait les dernières semaines
d'un acteur et d'un homme qui est John Cazale, puisqu'il va mourir à l'issue même pas avant la fin du montage, il ne verra jamais le film. Or, John Cazale, à l'époque, est en couple avec Meryl Streep. Et d'ailleurs, Meryl Streep accepte le tournage de Voyage au bout de l'enfer, pas du tout parce que le rôle l'intéresse, le rôle qu'elle va jouer, mais parce qu'elle a conscience que son compagnon, évidemment, est en train de vivre ces dernières semaines, et elle décide donc de l'accompagner. Donc elle accepte d'être sur Voyage au bout de l'enfer pour des raisons absolument personnelles et intimes, qui sont « j'y vais parce que je veux être avec John Cazale le plus longtemps possible ». Et donc elle va sur le film pour cette raison-là, et Cimino, lorsque Meryl Streep accepte, qui est une actrice quand même, c'est pas rien Meryl Streep, il va à ce moment-là un peu réécrire ou étoffer le rôle de Meryl Streep parce qu'elle est là. Mais à l'origine, son rôle est beaucoup moins important que ça. Et donc tout ça pour dire que, alors après vous connaissez peut-être l'histoire, John Cazale, tout le monde tait la maladie de John Cazale au moment du tournage, et puis à un moment donné au cours du tournage, les producteurs apprennent qu'il est atteint d'une maladie incurable. Et la branle-bas de combat, évidemment, et les producteurs vont voir Michael Cimino en lui disant il faut virer John Cazale et retourner toutes les scènes dans lesquelles il a tourné avec un autre acteur. Bon. Et ce qui arrive parfois, là c'était pas pour des raisons de censure comme aujourd'hui, ou de woke, ou tout ce truc-là, c'est parce que voilà, si jamais il meurt pour des raisons d'assurance, c'est pas possible. Et Cimino va refuser, mais Cimino n'a pas un poids énorme, c'est De Niro qui va arriver en disant bah voilà, si John Cazale s'en va, moi je m'en vais, et si je m'en vais, il n'y a plus de film. Donc les producteurs vont se retrouver contraints, en fait, et Cazale ne mourra qu'après, il fera toutes ces scènes, etc. Et tout ça pour dire que même pour Meryl Streep, qui est pourtant voilà, une actrice, même pour Meryl Streep, la vision de Voyage au bout de l'enfer, pour elle, c'est un film de famille. C'est-à-dire que quand elle regarde Voyage au bout de l'enfer, elle voit John Cazale. Elle ne voit pas un grand film de l'histoire du cinéma, etc. Et le génie, évidemment, de Voyage au bout de l'enfer, c'est d'arriver à tenir à la fois cette grande forme dont vous parliez, voilà, ces chants russes, cette espèce de fresque, la façon de mêler la petite et la grande histoire. Enfin, vous vous souvenez de la transition entre la première et la deuxième partie, le petit nocturne de Chopin, dans l'espèce de cabane au moment de la chasse, la mélancolie qui tombe, les pannes d'hélicoptères en fondu audio enchaîné, c'est prodigieux, évidemment. Mais cette forme-là, c'est aussi la façon dont la grande histoire, qui est celle, pour le coup, du Vietnam, etc., va rentrer presque mentalement dans cette toute petite communauté qui ne connaît rien au Vietnam, qui est à peu près jamais sortie de la Pennsylvanie, etc. Donc c'était ça. D'ailleurs, il y a le personnage, je oublié le nom des personnes, qui a son t-shirt Top Gun, c'est ça, c'est lui qui dit... vous voyez, moi, ce qui me fascine, c'est comment est le film, votre film, en résonance avec les films de Cimino. Et ce que vous dites, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vertigineux. Typiquement, ce que vous venez de dire, que ce film arrive dans cet endroit, comme la guerre du Vietnam, ces garçons qui sont là partent alors qu'ils sont dans un monde qui est complètement... comment dire, voilà, cette communauté avec ses rites, avec sa joie de vivre, ses choses enfermées, puis hop, ils sont plongés dans un monde qui leur est totalement inconnu. Et là, dans votre film, on a ce personnage qui dit oui, on s'est tous engagés, moi je me suis engagé, la fameuse phrase, on a entendu d'ailleurs dans d'autres films aussi, je me suis engagé I joined the Navy to see the world, what did I see? I saw the sea. Je me suis engagée dans la marine pour voir du monde, et puis en fait, c'est mon frère qui était dans l'armée de terre, qui a vu du monde. Ce qui me frappe, c'est justement comment, et ça, je crois que c'est ce que je trouve passionnant dans votre film, c'est comment est-ce que par la manière dont vous avez eu cette idée comme ça, dont vous avez dit que c'est ce qui vous a fait qui vous a assuré que vous vouliez faire le film, c'est-à-dire partir de ces gens, de ce qui deviennent des personnages, on se déploie comme ça, tout ce qui fait et le génie et l'aspect extrêmement bouleversant des films de Cimino. C'est-à-dire que ça repasse toujours par le fait qu'à un moment, la parole simple, comme vous l'avez dit, mais simple au sens fort du terme, va énoncer quelque chose qui fait résonance avec ce qu'il y a dans le film.
Mais alors, il y a plein de trucs à dire. Moi, je vais essayer ouais. C'est que, non, cette parole simple, c'est intéressant parce que là, enfin, c'est une parole simple. Voilà, puis en plus, ça me plaisait aussi de pouvoir mélanger en fait des gens dits pas connus avec des gens dits connus. Voilà. Et les traiter de la même manière, etc. Bon, ça c'est sur le papier. Mais il a fallu du temps pour convaincre. Et moi, c'est une des choses que j'ai trouvées les plus frappantes en fait en arrivant là-bas. Et pourtant, j'en avais déjà rencontré beaucoup à l'époque de We Blew It, de cette espèce, on appelle ça d'Americana abandonné pour faire court. Mais c'est quand même l'essentiel du territoire américain. Hein. Ces gens-là, c'est l'essentiel des Américains. C'est pas la majorité, c'est pas tous les Américains, c'est l'essentiel des Américains qu'on croise. Et je m'étais dit, au début, donc on arrive, vous imaginez bien, donc au bout d'une heure de discussion avec eux, on pose pas sa caméra, c'est hors de question. Donc autrement dit, il faut passer du temps avec eux, il faut juste vivre avec eux. Et puis à un moment, va se poser la question du éventuellement, voilà, on va commencer à vous filmer ou autre. Mais ce qui était passionnant avec tous les habitants de Mingo Junction, et je pense notamment à Cathy, celle qui a l'espèce de veste rouge, hein, c'est qu'ils étaient assez réticents au départ pour parler et pour être filmés. Non pas au nom d'une espèce de vanité ou d'une fausse modestie, pas du tout. C'est parce qu'ils me disaient, mais nous, on n'a rien d'intéressant à dire. Alors, maintenant, quelqu'un qui me dit qu'il n'y a rien d'intéressant à dire, je me dis que c'est là que c'est peut-être les gens les plus intéressants. Hein, inversement. Bref, et donc je leur disais, mais non, ça m'intéresse, mais moi qui arrivais de France, voilà, il y avait une sorte de complexe d'infériorité, là pour le coup, que j'aurais pu trouver en France ou n'importe où, et ces gens-là se sentaient presque comme une sorte de sous-humanité, de gens oubliés, dont la parole ne comptait pas, et qui en fait, qui disaient pas des choses intéressantes. Donc il a fallu les convaincre pour ça, et ça c'est quelque chose qui m'a surpris, pour être tout à fait honnête. Il a fallu du temps pour qu'ils acceptent que leurs paroles sont enregistrées. Or, rétrospectivement, quand moi je revois le film, je sais que les moments les plus vrais, les plus justes, ce sont les moments où ces gens-là parlent. C'est quand ce qu'ils me racontent de plus juste sur le Chimino, sur l'Amérique, sur les 40 ans d'histoire américaine passée, etc. C'est eux, avec des choses extrêmement simples. Par exemple, vous mentionnez le fait que Jim dit j'ai voulu m'engager pour aller pour voir le monde. Bon, et c'est vrai, en plus j'avais déjà eu, mais alors c'est intéressant ça parce que d'abord, on voit bien qu'à ce moment-là, entre les potes, les trois qui vont partir de Voyage au bout de l'enfer, le film et eux, il n'y a même pas une question de rapport, ce sont exactement les mêmes. Donc on comprend que le Voyage au bout de l'enfer a raconté leur vie, mais c'est pas que Voyage au bout de l'enfer a inventé des personnages qui coïncident avec des gens vrais que j'ai vus. C'est qu'il y a des gens vrais, hein, qu'un jour Cimino a su saisir. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre la chose, à mon avis. C'est pour ça que c'est par Cimino qu'on comprend le reste, en réalité. Et que le reste est plus grand même que Cimino, et presque plus intéressant à un moment. Et donc quand lui me dit, effectivement, on voyage pour ça, d'un seul coup, ça permet de comprendre. Alors pour moi, ça fait une sorte de déclic de plusieurs choses. Quand j'avais filmé We Blew It il y a 4 ans, j'étais aussi à la rencontre de vétérans du Vietnam, qui sont encore très nombreux aux États-Unis, regroupés en plein d'associations, dans n'importe quel État, il y a 15, 20, 30 associations de vétérans du Vietnam, qui se regroupent pour différentes raisons, etc. Mais c'est encore une population extrêmement présente aux États-Unis. Et l'un d'eux, j'étais allé voir, c'était en Californie, m'avait dit à un moment, il racontait cette histoire-là, c'était le même type que Jim. Il disait, voilà, nous, on voulait voyager, on n'a pas pu, et puis aller au Vietnam, c'était pas pour des convictions politiques, idéologiques, pas du tout. C'était juste que on pouvait sortir de notre petit... Voilà, de ça, on est tout frais payé, sinon c'est des gens qui ne sortent jamais de chez eux. Donc, ces gens-là sont partis. Et puis, ils sont revenus, et dans We Blew It, l'un d'entre eux disait, on revient, on comprend qu'il y a eu 10 ans de protestation, ou 7 ans, ou 4 ans de lutte anti-guerre du Vietnam par une partie des Américains, et notamment de toute la partie contre-culturelle, Jane Fonda, tous ces gens-là, et on rentre, non seulement on n'est pas vraiment accueillis comme il faut, mais en plus on nous traite de baby killer. Et je me souviens à l'époque de We Blew It, quand le type me dit ça, il l'a toujours 40 ans après en travers de la gorge. Et je mets ça en relation avec la séquence des vétérans de la marche Washington au moment de l'inauguration du mouvement du monument de Miami à Washington. Et quand j'ai fait le voyage avec Cimino, j'ai senti qu'il y a des moments, on l'entend, il a une voix qui est assez posée, calme, monotone, et il y a 2-3 moments où là, il y a un truc qu'il n'avait pas digéré, donc ça.
Et parce que lui va aller à ce moment-là à Washington, c'est tout ce qu'il raconte, etc. Et j'ai compris, et je m'en veux de ne pas avoir eu le réflexe de lui reposer des questions là-dessus. J'ai compris tardivement, presque au moment où j'ai fait le film, pourquoi en fait le comportement, enfin cette séquence-là, là, à ce point heurté et fait vomir. Hein, et quand il parle, on sent qu'il en a gros sur la patate, quoi. C'est parce qu'en fait, Cimino, qui s'est intéressé à cette communauté-là, comme ça, à l'Americana, c'est ça qui intéressait Cimino, on l'a reçu dans la Porte du Paradis, etc. C'est que Cimino n'a pas digéré le fait que, dans les années 70, il y avait grosso modo deux Amériques qui s'affrontaient. Il y avait l'Amérique qui sera du côté de l'Ouajbout de l'Enfer en 78, et l'Amérique qui sera du côté de Coming Home de l'HB au même moment. Jane Fonda contre Ouajbout de l'Enfer, grosso modo. L'histoire est connue, ils vont même ne pas se serrer la main dans l'ascenseur qui mène aux Oscars, etc. C'est deux Amériques qui sera dans Chaîne Faïence, qui se détestent littéralement, qui voilà. Et ce qui a choqué Cimino, c'est pas cette espèce de moment, parce que moi, je veux l'enfer quand il sort, a été extrêmement attaqué, évidemment, il avait beaucoup de succès, mais il a été beaucoup attaqué. Ce qui le choque, c'est que 8, 9, 10 ans plus tard, en fait, tous ceux qui étaient contre la guerre du Vietnam, hein, cette catégorie de gens qui a plébiscité comme imam de la HB, n'étaient pas dans les rues de Washington pour soutenir les vétérans. Et pourquoi ils ne sont pas dans les rues pour soutenir les vétérans? Parce qu'ils confondent à ce moment-là le vétéran et l'administration et le gouvernement. Pour eux, le vétéran est responsable, hein, il a bien voulu, etc. Or, Cimino, il a le point de vue exactement inverse. Cimino, il est, alors pour ceux qui connaissent un peu Pasolini, il a un rapport pasolinien à tout ça. Vous savez, dans les années 70, au moment des années plomb en Italie, Pasolini disait à ses collègues, à ses compagnons de route politique, donc de gauche et communistes, on disait mais arrêtez de critiquer les flics, hein, arrêtez de vous attaquer aux flics, les flics c'est les fils du peuple. Hein, attaquez le gouvernement, le ministère, le ministre, etc. Mais les flics c'est les fils du peuple. Et c'est exactement en fait ce qui faisait germer Cimino. C'est que les vétérans, en fait, c'était les fils du peuple américain. C'est-à-dire que les gens les plus favorisés à cette époque-là étaient tous dans l'académie militaire aux États-Unis, etc. La chair à canon, ceux qu'on avait draftés, etc., c'est des gens comme Jim, qui n'avaient aucune conscience ni politique ni idéologique et qui sont morts là-bas pour une guerre évidemment ridicule. Enfin, là, c'est un autre débat. Et Cimino disait, ce qui est complètement fou, c'est que tous ces gens qui étaient contre la guerre ont mis dans le même bain, on pourrait dire l'administration, le gouvernement, la décision politique, etc., avec les gens qu'on a utilisés pour aller le faire et qui, eux, étaient complètement à l'ouest, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas digéré en disant, et c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il est totalement cohérent et conforme avec son geste d'aller voir cette communauté de Washbout de l'Enfer, c'est que les fils du peuple, il les filme à Mingo Junction, mais il va continuer d'aller les voir, y compris quand ces gens reviennent du Vietnam. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris au contact de ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne comprenais pas l'énervement de Cimino, en fait, au moment de cette espèce de marche, mais parce que il avait cette espèce de solidarité, hein, à l'égard évidemment du peuple. Enfin, c'est vraiment le peuple des moins favorisés. Hein. En grande partie, c'est les prolos qu'on a envoyés au Vietnam. Hein. Et lui était solidaire de ces gens-là. Hein, et complètement, et pas solidaire évidemment de la politique américaine au Vietnam à l'époque, alors que les gens qui étaient issus de la contre-culture, eux, en fait, confondaient l'un et l'autre. Et ça, il en aura beaucoup voulu en réalité. Je pense qu'à tous ces gens-là, il leur en veut pas en 70-79 au moment où ils conspirent Washbout de l'Enfer. Bon, je pense que c'est 10 ans plus tard. Et ça, là, par contre, il fallait être là ce jour-là, et vous n'y étiez pas. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas digéré. Alors, là, et puis là, après, je pensais à une chose, c'est que ce que vous venez de dire, c'est aussi une partie du sujet de la Porte du Paradis, mais on y reviendra après. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, je pense qu'on est tous très contents de vous voir depuis Louis. Alors moi, mes questions, c'est plus une histoire que je vous raconte brièvement. Votre livre, Les Voix perdues de l'Amérique, est publié en 2013. Oui. En 2015, Michael Cimino est invité au festival de Locarno, où il donne une conférence. Elle a été filmée sur YouTube, on peut la voir. Et à la fin, il accepte de signer des livres et des DVD, et une personne lui apporte votre livre, en fait. Et il refuse. Voilà, et je veux avoir votre point là-dessus.
Ah ben non, mais pour une raison toute bête, c'est qu'au moment où moi je fais le livre, en fait, qui sort du profile que j'avais fait pour les cahiers à l'époque, en fait c'est compliqué, c'est que Cimino sait que je fais le livre, Johann Carelli sait que je fais le livre, et en fait, ce moment Locarno se passe très peu de temps en fait après la sortie du livre, et je suis moi censé, avec mon éditeur, en l'occurrence la Marion de l'époque, lui envoyer une version traduite du livre, non pas pour qu'il censure, etc., mais pour qu'il voit. Et là on se retrouve pris dans la machine éditoriale, si vous voulez. Grosso modo, et on n'a pas le temps ni de faire traduire le livre, ni de l'envoyer. Et il est furax, Cimino, à ce moment-là. Il dit ah non, mais il faut impérativement juger, etc. Et donc, ce moment de froid vient exactement du moment Locarno où il refuse de signer le bouquin. Non, bah non, parce qu'en plus, il s'était fait traduire le profile en fait, que j'avais fait pour les cahiers du cinéma. Là, il l'avait. Et or, le profile qui doit faire 30-35 pages, enfin, le long texte, est une sorte de matrice, si vous voulez, du livre. Non, c'est vraiment un truc. Cimino, c'est un freak control. Un peu comme Johann Carelli. Voilà. Donc, quand on a fait le voyage, et c'est un vrai freak control. Mais il y en a plein des gens comme ça. Hein. Qui choisit, quand on a fait le voyage, c'est telle voiture et c'est pas telle autre. S'occupant jamais de la question de l'argent. Hein, et l'argument de lui dire à un moment donné, voilà, pour des raisons éditoriales, on n'a pas le temps en fait de traduire le manuscrit pour que vous le lisiez, ça il n'entend pas, il s'en fout. Il s'en fout complètement. C'est quelque chose qui, voilà, il faut le faire, c'est tout. Et donc nous on a dit, on ne fait pas. Et donc d'où le moment du froid avec lui, quoi. Mais c'est un peu, vous savez, quand j'ai passé les 8 jours que j'ai passés avec lui, il les a organisés comme il organisait ses films, c'est-à-dire, voilà, on fait tel truc à tel moment, il y a un hélicoptère, cet endroit-là, il faut le voir, il y a sa façon de le voir, c'est de prendre un hélicoptère, etc. Mais la question économique ne l'intéressait jamais. Et il va le payer très cher un jour, mais jamais. Il vous a parlé depuis? Ah bah après on s'est reparlé bien sûr, mais ce moment-là de froid, si vous voulez, était dû à cette espèce de rapport, un truc qu'il attendait que je le fasse moi, et on n'a pas eu le temps. Donc à un moment donné, la vie, vous savez, ça passe. Hein. Il y a une question là. Excusez-moi, c'est déplaisant, mais sinon il faut désinfecter le micro. Merci, c'est un très beau film. Ah, merci. Moi j'ai souvent revu Voyage au bourg de l'enfer, mais juste la partie en fait. La première. La première partie. Ouais. Ça m'arrive souvent de le voir pour le plaisir, pour la aussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans les voix. C'est quelque chose à je sais que vous êtes très imprégné de votre film, mais presque en occulter une certaine émotion qui est portée par les voix, par les expériences, par le paysage et par la voix de Cimino aussi. Et c'est vrai qu'il y a un lien entre cette histoire de ces habitants, de cette ville, de ce film de famille et puis l'histoire américaine. Mais aussi l'histoire de Cimino, on sent qu'il y a un vécu qui porte des choses et qui s'est énormément confié à vous. Alors je ne connais pas trop bien, je n'ai pas vu tous ces films, je ne connais pas forcément, même si Voyage au bout de l'enfer est dans mes films préférés depuis très longtemps. Mais ma question, c'est un petit peu de nous raconter un petit peu ce voyage avec Cimino et pourquoi aussi peut-être il n'y a pas eu de film à ce moment-là. Ça aurait pu être quelque chose. Alors je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir maintenant qu'il y a ce film-là qui est sans doute bien meilleur, mais pourquoi il n'y en a pas eu à ce moment-là? Alors, il n'y en a pas eu, d'abord parce que Cimino avait un rapport qui était quand même compliqué à ce moment-là, à son image. Voilà. Parce que vous connaissez peut-être les différentes apparences physiques de Cimino au cours des 40 dernières années. Donc physiquement, le Cimino de 78, des années 70, ne ressemble pas au Cimino de la fin des années 80 et encore moins au Cimino du début des années 2010. Bon. C'est d'ailleurs pour cette raison, entre parenthèses, que je ne voulais qu'une seule image d'archive de lui et qu'elle devienne floue pour qu'il devienne un fantôme, et là sa voix commence à rentrer. D'abord parce que je pense que quand on ne montre pas quelqu'un et qu'on entend sa voix, il est 10 fois plus présent que si on montre sans arrêt. Mais donc il avait ce rapport-là. Moi, quand j'ai fait le voyage avec lui,
à l'époque, j'ai pas du tout, même dans la tête, l'idée de faire ce que vous avez vu là, hein, pas du tout. Pour moi, c'est d'enregistrer la matière sonore avec lui, ça pour moi c'est important évidemment, parce que c'est une sorte de mémoire qu'on recueille bien sûr, mais pas du tout de le film, et je pense même si je lui avais dit, bon bah finalement je vais enregistrer, et je prends aussi une caméra. D'abord, on ne peut pas tout faire en même temps, parce que vous savez, quand vous passez... Vous auriez pu partir avec un... Ouais, mais l'intimité, elle est importante. C'est-à-dire que le voyage, si on était 3, ça changeait tout. Vous voyez, comme dirait Stanley Donen, c'est un voyage à 2. Hein, c'est pas un voyage à 3. Souvent, une troisième personne casse tout un dispositif, 4 ou 5. Et dans le documentaire, c'est très important, les gens avec lesquels vous êtes. Il y a des moments où il faut être seul avec quelqu'un. Et même quelqu'un qui serait à côté, qui dirait « je n'écoute pas, je regarde », ça gâche tout. Non, non. Donc avec Cimino, c'était tous les deux. Et le fait qu'il se soit, comme je vous dis, confié beaucoup, ça vient évidemment de ce dispositif-là. Donc il avait accepté que j'enregistre, bien sûr, mais si je lui avais dit j'en profite, je viens avec une caméra, mais même une petite caméra HD, rien du tout, je pense que ça aurait complètement changé la donne. Hein. Et lui, je dirais que sa parole se libère parce qu'il sait qu'il n'y a que la parole, précisément. Et que l'image, ça peut être un poison. Et donc j'étais venu quand même avec un appareil photo. Voilà. Et donc on a fait ce voyage, et à un moment, je lui avais dit, hein, c'est toujours dire la vérité aux gens. Je lui avais dit, Michael, moi j'ai un appareil photo avec moi, si à un moment vous sentez, moi ça me ferait plaisir de faire des photos pour moi, hein, c'est pas en train de dire j'ai des photos puis j'appelle Paris Match et là on a un scoop, non, des photos pour moi. Et un jour, alors qu'on est arrivé vers un endroit qui s'appelle le lac Silverton, qui est là où était tournée l'ouverture quasiment de Desperate Hours, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce lac dans le Colorado, avec Kelly Lynch qui sort de la voiture, hein, moment très connu puisqu'il y a une stèle que Cimino a fait poser à cet endroit-là, qui est donc la stèle de Nathan Brittles, le nom que John Wayne porte dans l'architecture héroïque de John Ford. Enfin bon, ça c'est du détail pour les Fordiens fous, mais quand même pour Cimino ça compte. Il y a quelques Fordiens fous dans cette Ah bon, salle. les Fordiens fous. Et bref, et on est arrivé, après ce lac-là, on est rentré dans donc le Colorado. À l'époque, on est au mois de mars-avril, donc c'est totalement enneigé, c'est désert. Colorado, vous voyez comment c'est, hein, c'est des montagnes, c'est un des plus beaux États américains, et beaucoup de mines abandonnées. Hein, c'est un des endroits où il y a beaucoup de mines abandonnées. Et d'ailleurs, enfin bref, je parle d'autre chose après. Et donc arrivé là un jour, voilà, on se balade vers une mine abandonnée, sous la neige, et il me dit, Jean-Baptiste, si vous voulez, on peut faire des photos. Et c'est là que je sors mon appareil photo, que j'ai fait pas mal de photos avec lui, mais y compris à Telluride, dans le Colorado, des endroits un peu particuliers. Et ce qui a fait la couve d'un livre que j'ai fait en 2013, donc le fameux livre dont vous parliez là, c'est une des photos que j'ai prises de Michael Cimino. Mais même là, c'était compliqué, c'est-à-dire qu'il avait une attention aux détails, comment je porte mon gant, comment je le mets, comment, etc. etc. Donc c'est des photos, j'en ai publié deux en fait dans le livre, une à la toute fin, mais j'en ai fait plein, je les garderai toujours pour moi, je les montrerai jamais, elles sont pour moi, point barre, ces photos-là. À aucun moment j'ai eu envie de les donner à des revues, de les montrer à des gens, non, ça sont mes photos personnelles. Donc voilà, tout ça pour dire que ça a pu marcher, parce que la question de l'image et du film, d'autant que c'est aussi un moment où Cimino, alors je ne sais pas si vous le savez, mais où une grande partie de la presse people américaine et aussi un peu française commence à émettre des doutes sur ces changements physiques. Hein, il y a des rumeurs complètement délirantes qui courent à son sujet. Il a changé de sexe, enfin des trucs complètement ridicules ou autres. Bon. Et donc la question de l'image, elle est très tendue avec lui à ce moment-là. Et voilà. Et donc après, moi l'intérêt, c'est qu'avec la bande son, j'ai l'outil pour moi central, c'est que Cimino est un fantôme et je vais le traiter comme un fantôme. Et donc il est partout et nulle part en même temps. Et je pense que si vous aviez par moment vu l'image de Cimino en train de parler dans le film, ça n'avait pas. Je pense que la voix de Cimino sur certains paysages du Montana, c'est pour moi 10 fois plus fort que Cimino parlant physiquement de quelque chose. Donc j'ai gardé cette espèce de voix, par moments un peu d'outre-tombe d'ailleurs, qu'on a restaurée, parce que vous imaginez bien qu'à l'époque, quand moi j'enregistre avec mes petits dictaphones, la qualité est catastrophique. À plein de moments. On enregistrait partout, parfois on est dans un diner, il reste des bribes de ça, hein. On entend de la musique, enfin, et donc au moment du mixage, il y avait un travail de restauration, mais au sens strict du terme, de la voix de Cimino, seconde par seconde, pour qu'on puisse, à la fois qu'elle reste dans son jus,
mais qu'on puisse quand même l'entendre, qu'elle soit audible, et que le spectateur n'ait pas à faire un effort colossal pour entendre ce qu'il est en train de raconter, quoi, si vous voulez. Donc ça a été à peu près ça le voyage, vous voyez. Et c'est qu'après, moi je me suis dit, avec cette matière-là, j'ai un personnage, parce qu'une partie du voyage, on passe par les mêmes routes que j'avais prises avec lui. Pas tout, bien sûr, mais une partie, c'est avec lui, quoi, si vous voulez. Et puis, vous m'avez demandé, non, pour terminer complètement, parce que vous me disiez, c'est quoi le voyage? Qu'est-ce qu'on apprend de quelqu'un comme ça quand on passe pendant 8 jours? Alors, je pourrais vous faire 2 réponses. La première, c'est qu'on n'apprend rien de plus que ce qui est déjà dans les films. Moi, et c'est ça que j'aime beaucoup quand Cimino dit « Je ne parle jamais de ma vie privée, personnelle, etc. » parce que tout est dans les films. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Tout est dans les films. Et moi, je crois beaucoup à ça. J'ai jamais rencontré de cinéaste, surtout américain ou italien, mais un peu français, ça, je les connais moins, mais la plupart des cinéastes que j'ai rencontrés, en fait, quand j'ai appris des choses de leur caractère, de leur comportement, des choses privées, je me suis toujours rendu compte que tout était déjà dans les films. Autrement dit, les grands cinéastes, leurs films leur ressemblent. Voilà, c'est pas compliqué. Cimino, c'était ses films. Pour regarder Cimino, vous déduisez la personnalité de Cimino en regardant en réalité ses films. Alors après, moi, ce qui m'a intéressé, j'ai 1000 souvenirs bien sûr, mais l'un d'entre eux, c'était son rapport au paysage. C'est-à-dire que quand il m'a dit au début, on va prendre la route, moi je trouve ça sympa, mais j'ai le sentiment, peut-être que je ne prends pas la mesure de l'importance pour lui que ça a de prendre la route. Je me dis, si c'est bon, aller voir des lieux de tournage, c'est un truc de geek, tiens, j'ai tourné ça là, et tout le monde fait ça partout sans arrêt aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça, en fait, qu'il voulait que je prenne la route. C'était pas pour me montrer, un peu comme un geek, tiens, à tel endroit, j'ai tourné cette séquence-là, et sur YouTube, il y a plein de trucs comme ça, et il se passe jamais rien, il n'y a aucune magie dans ces images-là. Lui, je pense qu'il avait envie de me donner une sorte de virus, ou avec l'espoir que je l'attrape un tout petit peu, qui est que le rapport à l'espace, son rapport à l'espace américain, il est unique. Et si on ne le vit pas à un certain moment, on ne comprend pas ce que c'est que l'espace américain, le traverser. Voilà, moi qui suis un obsédé de ça, des road movies ou autres, lui, voilà, et je pense qu'il y a une forme j'ai compris intimement ce qu'il voulait faire à ce moment-là. À savoir que traverser un espace américain, l'espace aux États-Unis, on peut traverser plein d'espaces dans la vie, mais jamais quand je traverse un espace en fond, je ressens le début du quart de ce que je ressens quand je suis sur le territoire américain. Et parce que c'est un espace métaphysique et existentiel, voilà, c'est pas un espace pittoresque comme en France. Donc et ça, je pense qu'il avait vraiment très envie de me faire comprendre ça, ce qui fait qu'au cours du voyage, il m'a parlé beaucoup plus, bizarrement, d'Amérique, d'architecture, de paysages, de choses comme ça, par moments que de cinéma. C'est-à-dire que la butée, si vous voulez, des conversations avec Cimino, le cinéma, c'était le début. Mais à la fin de la conversation, c'était toujours autre chose. Hein, c'est qu'il partait... C'était pas un cinéphile, Michael Cimino. Vous voyez, contrairement à beaucoup de gens de sa génération, comme, je sais pas, De Palma, Scorsese, enfin tous ces cinéastes qui sont des gens qui ont vu des films à n'en plus finir, et par moments même dont la toile de fond est le cinéma lui-même. Cimino, pas du tout. Hein, c'est pas quelqu'un qui, pour lui, le cinéma devait atteindre un point qui devait le dépasser. Si on fait des films parce qu'on aime le cinéma, c'était pas son truc du tout. On fait des films parce qu'on a un truc à raconter, on a un espèce de rapport mystique à quelque chose, on veut fantasmer une communauté, une Amérique, toutes ces choses-là. Mais si le cinéma, sa visée, c'est à la fin de parler de cinéma, ça l'intéressait pas du tout. Donc c'était pas un cinéaste cinéphile dans ce sens-là, vous comprenez? Pour lui, le cinéma n'était qu'un moyen, en fait, d'expression d'autre chose, en réalité. Si je peux me permettre, d'ailleurs, il y a eu, moi c'est la seule fois où je l'ai vu en vrai, je pense qu'il y a eu, Jean-Fabrice, tu te rappelles la date de la projection de La Porte du Paradis au Max Linder, où il y avait un débat avec Cimino et Michel Simon, je crois, et la première réponse qu'a faite Cimino m'a marqué, mais radicalement, et ça a aussi marqué ma manière de voir les films, de réfléchir sur le cinéma. Je crois que la question c'était comment vous êtes venu au cinéma, et il répondait je ne m'intéressais pas du tout au cinéma, moi je faisais des études d'histoire de l'art et d'architecture, d'ailleurs on va peut-être y revenir, parce que c'est une thématique aussi très forte dans votre film,
Et à un moment, je me suis posé cette question, dit-il. La peinture est un art en 2 dimensions, et l'architecture un art en 3 dimensions, et le cinéma, c'est en 2 dimensions, et c'est une phrase que vous avez aussi mise dans le film, mais comme les personnages bougent dans l'espace, est-ce que c'est pas aussi en 3 dimensions? Et moi j'étais dans la salle, comme n'importe quel spectateur, spectatrice, j'ai eu l'impression que le monde s'ouvrait devant moi. Pourtant, j'étais déjà à un certain âge, et de voir la question, le rapport au cinéma autrement. Justement, pas dans quelque chose qui serait un rapport de correspondance cinéphilique qui se replie sur lui-même, mais qui, du coup, ouvre, et la question de l'espace prend une dimension très différente, du coup, sur d'autres questions qui traversent et transcendent en même temps la question du cinéma. Je me suis un peu laissée emporter, là. Non, mais voilà, c'est juste pour... parce que c'est quelque chose qui m'a marqué très fort, et évidemment que je comprends encore mieux en voyant votre film. Du coup, pour repartir là-dessus vers plus une remarque et rebondir sur le film, et sur cette question de cette sensation de qu'est-ce que c'est que de traverser cet espace, c'est aussi quelque chose qui est, par exemple, dans le Canardeur, on peut dire que c'en est presque le sujet, je ne vais pas dire le sujet central, mais au fond, c'est de ça dont il s'agit aussi dans le film. Oui, mais parce que, en fait, le problème de Cimino, enfin, c'est pas son problème, c'est qu'en fait, il a un rapport, d'abord, c'est quelqu'un qui vient de l'Est. C'est tout bête, mais voilà, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il vient de l'Est, d'une famille plutôt cultivée. Son père est éditeur de musique. Voilà, l'histoire de l'Est des États-Unis. Bien sûr. Il y a un autre Est dans votre film. Il y a un Est secret dans votre film. Oui, bah, qui est cette espèce aussi d'endroit de fond de la vieille Europe, comme une espèce de truc qui est dans le fond de cerveau de Cimino, comme dans celui de beaucoup d'Américains. Et donc, la question de l'espace américain, elle lui est d'une certaine manière, pour lui qui vient de la côte est, de cet endroit-là, presque aussi étrangère que pour moi. C'est-à-dire que quand Cimino va parcourir le territoire américain, il va découvrir une Amérique, un ouest américain, qui est aussi presque exotique que l'est l'Amérique pour moi quand j'y vais, d'une certaine manière. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'être américain, ça ne veut rien dire. Quand on a passé son temps à vivre, je ne sais pas, dans le New Jersey et qu'on débarque en Arizona, c'est un choc thermique. Ceux qui ne connaissent que qui vivent dans le Montana, l'état des les Américains appellent le Montana l'état avec beaucoup de montagnes et peu d'hommes. Et ces gens-là débarquent à Miami en Floride, c'est un autre monde. Donc l'Amérique, ça veut évidemment à peu près rien dire. Je dis à peu près parce que la question de la communauté et de l'idéal est quand même ce qui relie tous ces gens-là. Mais bon, et donc Cimino, lui, quand il va aller à la recherche de cet Americana, parce qu'en fait, on ne comprend pas le rapport de Cimino à l'espace. Il y a ce que vous avez dit, ce qui en fait d'ailleurs un très grand cinéaste aussi. Moi, je dis souvent, parce que pour moi c'est capital, que qu'on repère la qualité d'un cinéaste aussi à la façon dont il sait mettre en espace et dans la profondeur de champ des personnages. Beaucoup aujourd'hui de films ne sont pas mis en scène parce qu'on sent qu'on a des personnages qui se disent des choses, qui vont vers l'un vers l'autre, qui racontent une histoire, mais à aucun moment on a le sentiment que le décor ou l'espace dans lequel ils sont plongés interagit ou compte sur ce qu'ils sont, comment ils agissent, etc. C'est le cas de 3/4 des films aujourd'hui. On pourrait dire que les gens jouent dans un fond vert, puis demain on change le fond vert, ça ne changera rien ni à l'histoire, ni à la psychologie, etc. Dans le cas de Michael Cimino, grand héritier là, pour le coup de Ford, de David Lean, de Visconti, grand metteur en scène, ça veut dire que le cinéma c'est un art en 3 dimensions. Et que l'arrière-plan, le paysage, c'est pas un décor inerte face auquel on met des gens qui font des choses. L'arrière-plan, le paysage, c'est l'histoire, c'est presque quand je dis c'est l'histoire, c'est presque le passé des personnages, c'est une culture, c'est une musique. Et quand vous prenez le canardeur, on peut pas se dire on va filmer le canardeur, je sais pas moi dans le Tennessee. Non, le canardeur, c'est le Montana.
le voyage au bout de l'enfer, c'est dans ces régions-là. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu aujourd'hui, d'abord parce que le niveau des metteurs en scène s'est plutôt un peu baissé, et aussi parce que l'arrivée de l'image numérique a évidemment déréalisé en fait, cette espèce de rapport à l'espace qu'un acteur sent. Vous savez, quand un acteur, tous les acteurs vous le diront, je parle d'un grand acteur, quand vous le mettez dans un espace, en particulier, il ne jouera pas de la même manière, il ne dira pas ses phrases de la même manière, il ne bougera pas de la même manière si dans cet espace-là plutôt que dans un autre. Alors quand vous privez la troisième dimension aux acteurs, vous leur dites maintenant c'est un fond vert. C'est hyper compliqué. Et donc pour le metteur en scène, on lui enlève une jambe, les acteurs, on leur enlève une jambe, et donc on perd une dimension absolument capitale de ce que c'est que mettre en scène au cinéma. Et tout ça pour dire que lui, son rapport à l'espace, c'était à la fois tout ça, mais c'était aussi la conviction qu'il avait que Cimino, il avait un fantasme d'Amérique. Voilà. D'où le titre Mirage américain. Il avait c'est-à-dire qu'il courait dans sa tête après une sorte d'idéal américain. Alors, on pourrait en parler des heures, mais grosso modo, c'est le geste de Michael Cimino. Quelque part, il y a préservé, intact ou à retrouver une espèce d'Amérique originelle, l'Amérique des communautés fordiennes, l'Amérique du peuple, le peuple américain. Il est toujours là quelque part. Et donc, tous ces films, c'est ça. Tous ces films, c'est ce que dit à un moment donné, c'est le personnage de Stanley White dans L'œil dragon, qui est le personnage le plus autobiographique de Michael Cimino. Je pense à ce plan que je remets dans le film, lorsque Mickey Rourke regarde le drapeau américain de façon un peu muette et en même temps envieuse. Tout le cinéma de Michael Cimino est dans ces deux plans-là. Hein, est-ce que ce drapeau il existe? Il incarne quoi? Est-ce que je ne fantasme pas sur ce drapeau quelque chose qui n'existe pas? Ce que dit Oliver Stone. Regarde en bas, c'est Sidney Lumet, toi tu regardes John Ford. Une phrase absolument formidable qui ramasse tout ça. Et donc, on pourrait dire que le fantasme de Cimino d'aller retrouver une Amérique, parce que Cimino est quelqu'un qui aussi, pour le coup, qui commence à faire ses films dans les années 70, voilà, je vous l'enfer, après 10-12 ans de soubresaut politique, historique extrêmement fort. Donc, c'est pas un réactionnaire au sens où le cinéma américain des années 80 va imposer cette idéologie-là. C'est quelqu'un qui sait bien que tout ça a eu lieu, la guerre, la fracturation, l'éclatement communautaire, la critique, la violence, il le sait tout ça, mais il se dit, mais quand même, il n'y a pas de peuple américain si à un moment on n'arrive pas à retrouver cette espèce de sens de la communauté. Ça ne veut pas dire qu'on oublie qu'il n'y a pas eu le Vietnam, évidemment, voyage au bout de l'enfer, mais quand même, c'est-à-dire qu'il faut reprendre cette ligne-là, d'où son amour immodéré pour John Ford, comme d'ailleurs c'est l'amour de tous les gens qui aiment l'Amérique ou le cinéma américain. Hein. John Ford et le reste, quoi. Mais voilà. Ceux qui viennent souvent ici le savent. Bon. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit très bien que son amour pour John Ford, qui est sans doute un peu fondateur, on peut même penser que c'est par moment une image d'Épinal qu'il a chassée. Hein. Et lorsque l'un des collègues de Stanley White, le dragon, dit à Mickey Rourke, tu poursuis quelque chose qui n'existe pas, c'est aussi la part presque consciente par moment de Michael Cimino. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que Cimino n'a jamais voulu trancher dans ses films entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est ça ce qui en fait, à mon avis, un grand poète. Hein. C'est que pour lui, ça c'est un débat, c'est un débat de sociologue, quoi. Ça existe ou ça n'existe pas, l'Amérique que je cherche? Non, l'Amérique c'est un idéal, et dès lors que je la cherche, il y a une chance qu'elle existe. Et c'est la fin de Sunchaser, pour ceux qui ont vu le film. Qui a vu Sunchaser parmi vous? Ouais. Vous vous souvenez de l'apparition du chaman? Attends. Il y en a 3 qui l'ont vu, hein, je crois, parmi vous. Attends. Ouais. Nicolas, écoute. Ah, Nicolas, il fait non. Et non. Et donc, Sunchaser, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je rappelle en 2 secondes l'argument, parce que c'est un film qui a été relativement peu vu, un peu sous-estimé, mais c'est presque un des films les plus chimiquement purs, je ne dis pas les meilleurs, hein, mais les plus chimiquement purs de ce que c'est que Michael Cimino. Et dans Sunchaser, on a un médecin de Beverly Hills, joué par Woody Harrelson, donc qui vit dans sa bulle matérialiste de consommation, Beverly Hills, etc., qui est un latino, un jeune détenu qui est atteint d'une maladie incurable. Et ce jeune détenu va donc prendre en otage Woody Harrelson, ce médecin, et il veut le contraindre à l'emmener quelque part dans l'espace américain, à un endroit où il pense qu'il y a un paysage, en vrai, qu'il a trouvé lui dans un livre d'images. Et donc ce détenu, dans sa prison, avait trouvé une image. Donc une légende indienne dit que si on atteint ce lac, on est guéri de tous les maux. Et lui, il croit à cette image. Et donc tout le film, c'est la poursuite d'une image. Hein, c'est comment on va poursuivre une image qu'on a vue, mais vraiment une image d'Épinal, là, pour le coup. Et ça devient un road movie. Sunchaser est un remake caché du Canardeur, pour ceux qui ont bien en tête les 2 films.
Et donc ils vont, dans le cas d'Ardeur, on parle à la recherche d'une église qui a disparu, là on parle à la recherche d'une image. Et donc, ce qui est très très beau, c'est que, et vous voyez, j'ai mis un extrait à ce moment-là, à la fin du film, le Blue, le personnage du latino, et le médecin vont arriver dans, on pourrait dire, la réalité, dans le physique de cette image qu'ils ont. Cette image, finalement, elle renvoie à un lieu qui existe vraiment, ce qui est une métaphore parfaite de ce que c'est que l'idéal américain pour Michael Cimino. Si on s'enfonce dans l'espace, si on croit à la nature, si on écoute ses signaux, etc., on trouvera cet idéal-là. Et Cimino fait le cadeau à son personnage de l'apparition du chaman. Alors le chaman, il n'existe pas, mais on s'en fout complètement. Il est là sous nos yeux. Et donc, comme les deux personnages le voient, il existe. Ça suffit. Hein. Et donc, ce chaman va emporter ce jeune latino, disparaître. Est-ce que c'est une apparition? Est-ce que c'est un mirage? Peu importe. C'est vraiment, moi, ce que j'appelle toujours un mirage vrai. Ça a l'air d'être un paradoxe, mais c'est absolument ça, les films de Michael Cimino. Et ce qui est très très beau, c'est qu'en réalité, ce qui compte, c'est pas qu'à la fin, ce soit vrai ou pas vrai, etc. C'est que, un, on y a cru. Deux, la croyance, elle est contagieuse. Hein, cette idée que... il y a un moment, quand on croit à quelque chose, et ben, les gens à côté vont y croire aussi, et on peut refaire d'une certaine manière un idéal et donc un peuple, si on arrive à faire partager cette croyance-là. Et à la fin, en réalité, c'est le fait d'avoir poursuivi cette espèce d'idéal ou d'image qui a fait tout le film et tout le trajet des personnages. Ce qui fait que ne compte pas la destination, mais tout ce qu'on aura mis en branle pour pouvoir l'atteindre. Et c'est ça le cinéma de Michael Cimino, et son rapport à l'espace était vraiment comme ça. Quand il dit à un moment dans le film, quand on va de l'est à l'ouest, on a le sentiment que le ciel s'ouvre. Bon, alors n'importe quel cartésien dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, le ciel s'ouvre? Non, mais vous savez. Mais moi qui ai fait la traversée plusieurs fois américaine, c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous passez de l'est, vous arrivez en gros au centre, et vous arrivez dans l'ouest, plus vous faites le trajet est-ouest, plus le ciel s'ouvre. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que le ciel du Montana n'a rien de comparable avec le ciel du New Jersey. Et lui était sensible à tous ces signaux-là. Bon, après, je pourrais en parler longuement, mais ce rapport à l'espace, c'est pas un rapport de touriste, c'est pas un rapport exotique, c'est un rapport beaucoup plus profond. C'est que l'Amérique, elle est l'idéal américain, l'histoire, c'est logé dans l'espace, et on pourrait presque dire qu'il a un rapport mystique, en fait, à l'espace. Et moi, quand j'ai posé mes caméras dans ces différents endroits, ce rapport mystique, on le sent tout de suite. Hein, c'est que vous mettez votre caméra, et ben, tous les fantômes, ils sont là. Hein. C'est quelque chose d'assez magique. Hein. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film. Merci. Voilà, alors c'est un côté très très intimiste. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de faire parler Oliver Stone et Tarantino. Pourquoi eux et qu'est-ce que vous attendiez d'eux Alors, d'abord, il faut que je vous dise juste avant de répondre que j'avais demandé à d'autres, à trois en particulier, Meryl Streep, Lise Madino, Walken, que j'avais déjà rencontré à l'époque du livre que j'avais fait, mais Walken il était rincé. C'est-à-dire que Walken il racontait toujours la même chose depuis 10 ans, etc. Et pour moi, il y a quelque chose qui était très important, c'est qu'on vit tellement à une époque où les gens s'expriment trop, donc la parole est complètement démonétisée. Hein. Vous êtes supplément des BD, YouTube, Brut, tous ces trucs-là, normalement. Donc la parole, aujourd'hui, elle a moins de valeur qu'elle en avait il y a une dizaine d'années, parce que tout le monde parle sans arrêt, donc ça ne vaut plus rien. Et Walken, moi, je l'avais déjà senti il y a une dizaine, un peu moins de 10 ans. Il était déjà un peu en pilote automatique. Il en avait marre de parler de je voulais en faire. Et surtout qu'il racontait toujours la même chose. Et quand je le contacte, il me dit très gentiment, et je l'entends, il dit ouais, mais à la limite, je veux bien faire un effort, mais je vais raconter toujours la même chose. Et moi, si on me dit ça, ça suffit pour que je dise bon, c'est pas la peine. Et donc j'ai compris. De cette manière, il m'a rendu service en me disant non. Bon. Et le troisième qui m'avait dit oui, alors c'est le fameux regret dont je vous parlais avant que vous voyez le film, c'était Clint Eastwood qui était d'accord pour rentrer dans le film et qui aimait beaucoup Michael Cimino, et Cimino aimait aussi beaucoup Eastwood. C'était un des rares d'ailleurs, un des rares vivants dont me parlait souvent Cimino. Et Eastwood était d'accord pour être dedans, et c'était important pour moi parce que, indépendamment de la figure d'Eastwood, c'est que ça permettait on peut dire de compenser un tout petit peu par moment là, le rapport que Cimino a à sa propre histoire et à ses pairs. C'est-à-dire que Cimino ne parlait quasiment jamais des gens de sa génération. Jamais. Friedkin, De Palma, Scorsese, Coppola,
Rafelson, Ashby, il n'en parlait pas. Pour lui, c'est quelqu'un qui avait sans doute une autre opinion, on pourrait dire, de ce qu'était le cinéma, etc. Donc les seuls, c'est ce que dit Toback, avec lequel il acceptait d'être comparé, c'était les grands monstres anciens. Voilà, il était de ce calibre-là. Bon, il y en avait deux dont il parlait de sa génération. Enfin, il y avait Eastwood, évidemment, et puis il y avait Stone, qui était quand même quelqu'un qui l'avait marqué, avec lequel il s'était plutôt bien entendu, même s'il y a eu des différends. Et donc Eastwood était d'accord, mais le problème c'est que moi, pendant qu'on tournait le film, Eastwood était en post-prod de Cry White Show, son dernier film, et donc il ne pouvait pas tourner. Et donc c'est là qu'il m'avait dit, bah voilà, rappelez-moi dans un mois ou deux, nous on est rentré à Paris, et puis moi j'étais prêt à retourner, passer une semaine à Los Angeles pour le voir, mais on arrive le confinement, et puis voilà, donc après c'est plus possible d'y retourner. Alors où on attendait pendant 1 an et demi, 2 ans que tout ce merdier général s'arrête pour aller revoir Eastwood, mais c'était très hypothétique dans quel état il allait être, etc. On se dit, bon bah tant pis pour Eastwood, et donc j'ai un peu introduit d'autre manière. Après le cas de Stone et Toback, ce que j'aime en fait avec ces deux-là, c'est que comme je voulais pas faire un portrait, disons que le film pour moi n'est pas un portrait de Michael Cimino, pour être tout à fait honnête. On passe par lui, puis on va ailleurs, on revient, etc. Mais le moment où on parle de Michael Cimino en tant qu'homme ou cinéaste, j'avais pas du tout envie d'un portrait géographique à l'américaine. Voilà. Le côté, voilà, il est formidable, tout est formidable, c'est ça, c'est fou quoi. Moi ça me fatigue terriblement quand je vois des gens parler de quelqu'un de connu. Bon, on sait que la réalité c'est pas ça, moi je l'ai côtoyé, tous les gens sont complexes, ont des moments, même les génies ont des traits adorables et des traits absolument détestables. Et donc moi j'avais envie qu'il y ait cette espèce de complexité là, qu'on la restitue de Michael Cimino, et aussi parce qu'en réalité à la fin tout ça c'est une énigme. Je pense que vous savez, quand vous faites un film, si à la fin vous avez la réponse à votre question, ça ne vous intéresse plus du tout. Hein. Donc à la fin, moi, je veux dire, il y a une part de mystère que j'ai pas envie d'élucider. C'est comme les grands films, on les a jamais complètement compris. Un film qu'on a complètement compris ne vous intéresse plus du tout. Donc il faut toujours garder un espèce de centre absent. En fait, c'est toujours ça, on fait que tourner autour d'un centre qu'on n'atteint jamais. Mais c'est le fait de tourner qui est beau. Hein. Quand on fasse un livre ou qu'on écrit un livre, c'est pareil. Et en fait, ça m'intéressait parce que je savais que les deux allaient émettre des bémols, mais d'abord politiquement, l'un, Oliver Stone, est plutôt du côté clan démocrate, etc. James Toback, plutôt du côté républicain. C'est deux visions idéologiques qui racontent Cimino, parce que Cimino est quand même l'homme qui fait à la fois La Porte du Paradis, qui est un film marxiste, et puis qui a envie de faire Le Rebelle de King Vidor, qui est un libertarien. Hein, c'est quand même, il faut quand même dans sa tête arriver à faire le lien entre les deux. Il était comme ça, Cimino, c'était vraiment un courant alternatif. Donc j'avais envie de saisir ces deux choses-là. Et Stone, d'ailleurs, par rapport à ce que je vous dis sur le côté géographique, a beaucoup hésité avant d'être dans le film. C'est qu'au début il m'a dit oui, puis il m'a dit non, il m'a dit oui, il m'a dit non, et je sentais qu'il hésitait beaucoup. Et enfin voilà, il changeait d'avis à peu près toutes les semaines. Puis moi j'arrive à Los Angeles, donc je vais le voir, et je lui dis bon, alors, il faut être dans le film. Il dit non, mais on a une autre discussion. Puis je l'avais déjà rencontré plusieurs fois, Oliver Stone avant. Il dit ouais, mais Jean-Baptiste, j'ai pas la même vision que vous de Michael Cimino. Je lui dis, mais super, Oliver, c'est exactement pour ça qu'il faut venir. Ouais, mais vous savez, voilà, vous, là, le voyage, vous avez machin, bon, moi, c'est pas. Et donc, j'ai essayé peu à peu, j'ai à peu près réussi à le convaincre en lui disant, mais moi, je suis pas en train de faire justement, j'ai pas envie que c'est pas la Pravda, hein, c'est pas le Politburo, c'est-à-dire que vous avez le droit d'ouvrir la bouche et mettre une réserve sur Cimino, et je dirais même que ça l'enrichit, Cimino, en réalité. Et donc, quand on voit dans le film, on sent qu'Oliver Stone, il marche sur des œufs. Il est dans un truc, à la fois, on sent qu'il l'admire, qu'il le respecte, mais qu'il pense aussi que c'est quelqu'un qui a gâché son talent pour différentes raisons, etc. etc. Et moi, j'avais envie qu'on l'entende, parce que c'est vrai aussi. C'est-à-dire que, ou bien on se tient à la légende de l'artiste maudit, qui à Cimino était un génie, tous les autres autour étaient des cons, le producteur, le public, et finalement, c'est à cause, pour des raisons exogènes, que Cimino n'a pas pu s'accomplir totalement. Moi, je ne crois pas ça du tout. Je pense qu'il y a une part de ça, et l'autre part, elle vient de Cimino lui-même. Et c'est pas moi qui allais dire ça. Vous voyez ? Et le fait que Stone et Toback portent cette parole-là m'intéressait aussi pas à la fois pour aussi casser un peu la légende de la Porte du Paradis, comme le film qui a fracassé la carrière de Cimino. C'est pas vrai, c'est l'histoire officielle, mais j'avais aussi envie qu'on entende une autre voix, parce que voilà, de sortir toujours de cette espèce de version Wikipédia, La Porte du Paradis, c'est ce qui brise la carrière de Michael Cimino, c'est pas vrai. Et j'avais aussi envie qu'on entende le fait que Cimino n'a pas tourné pendant 20 ans, ce qui est beaucoup quand même, de 1995 à 2016, en partie à cause de lui. Voilà.
voyez, et la question c'est jamais noir ou blanc. C'est que j'avais envie que quand Tobac dit par exemple de La Porte du Paradis, il faudrait que je m'assieds à côté de vous pour vous expliquer. Moi j'en ai beaucoup parlé avec La Porte du Paradis. Qu'est-ce qu'il raconte Tobac là? Il nous dit La Porte du Paradis est un grand film, prodigieux, etc., mais qui a des défauts, qui a des problèmes. Bon, je fais court. Voilà. Contrairement à Voyage d'enfer, qui est un film parfait de bout en bout. Donc ça, enfin, moi j'appelle ça des films qui ont la grâce. Parce qu'il y a très peu de films qui ont la grâce. Un film qui a la grâce, il peut durer 8 heures. Voilà. Il y en a quelques-uns. La Porte du Paradis est un film qui a des défauts. Donc il ose dire ça. Et moi ça m'intéresse parce que ça va un peu contre la version un peu classique qui est de se dire La Porte du Paradis est un chef-d'œuvre incontestable, mais il est sorti. Alors il y a les mauvaises raisons, parfois on peut le dire dans la presse. Il est sorti parce que les Américains, le discours du film était trop violent pour eux. En 80, c'est complètement ridicule. C'est pas américain depuis les années 20, il fait des films de violence inouïs sur l'Amérique, ça n'a jamais empêché des grands succès. Mais bon, beaucoup de gens pensent encore ça. Hein. Ah, c'est un film trop marxiste, beaucoup trop violent pour les Américains. Ridicule. En France, peut-être. Aux États-Unis, ils sont habitués à s'auto-pilonner toute la journée, donc c'est pas ce qui explique ça. Deuxième raison, le film est génial, mais à l'époque, donc le public l'a boudé, donc le public est crétin. Un nouveau public est arrivé, il y a eu un grand remplacement en 81, et puis d'un seul coup, tout le public qui avait publicité voyage ne va plus le voir. C'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau public qui est en train d'arriver, c'est un moment de l'histoire du cinéma américain, de la politique américaine, qui fait que, évidemment, que Cimino et d'autres au début des années 80, ils ne sont plus les bienvenus. Mais l'échec de La Porte du Paradis, il est colossal. Hein. C'est pas, il a coûté 40, il en rapporte 15-20. C'est un échec spectaculaire, quoi. Et l'autre raison, et tout ça est un peu vrai, mais mis ensemble en réalité. Hein, il n'y a pas une seule explication. L'autre raison, c'est ce que dit Tobac. Il nous dit, peut-être une des raisons de l'échec de La Porte du Paradis, c'est La Porte du Paradis elle-même. Et moi qui adore ce film, j'étais très content de me faire un peu violence et que quelqu'un me dise, par rapport à cette espèce de conte de fées qu'on se raconte aujourd'hui, avec un grand chef-d'œuvre qui aurait été incompris, film maudit, alors que c'est un film parfait. Non, c'est pas un film parfait. Et que si la Porte du Paradis n'a pas été le succès, évidemment qu'on connaît, c'est aussi parce que problème de structure, parce que problème d'identification. C'est ce que je lui raconte. Moi, j'avais dit à Cimino, je veux dire, un film avec Christopher Walken qui s'ouvre avec un personnage antipathique, qui commet un tel acte contre un immigrant qui tue comme ça à bout portant, d'un point de vue même du travail du scénario, comment est-ce que vous faites pour qu'on s'intéresse à ce personnage-là pendant 3h30, qu'on ait de l'empathie pour lui. Et Cimino le reconnaissait, je suis peut-être rentré de façon un peu hardcore, etc. Et puis Christopherson, il est bien, mais c'est pas Steve McQueen qui était prévu. Donc on pourrait comme ça multiplier les exemples, que j'avais juste envie que la vérité est pas ailleurs, mais elle est dans cet entre-deux général, et qu'aujourd'hui, sur La Porte du Paradis, on a un peu toujours une même voix qui raconte un peu la même chose, qui est en partie vraie, mais en grande partie faux, et ça m'intéressait aussi qu'on va développer un peu ces choses-là, d'où la présence de Stone et de Tobac, quoi, si vous voulez. Mais c'est comme quand Stone parle du western Sioux, qu'il était à 2 doigts de financer, hein, vous savez, le western anxieux, etc. Moi, il m'avait donné Cimino, donc j'ai toujours scénario chez moi, donc j'avais lu à l'époque, etc. C'est un truc formidable. Mais quand Stone dit Cimino refuse, enfin s'arrange, il a une drôle de formule d'ailleurs, une vraie formule psychanalytique, lorsqu'il dit il s'arrangeait toujours pour qu'à la fin ça ne se fasse pas. Bon, mais c'est vrai. C'est-à-dire que on peut toujours dire c'est la faute de l'autre, mais non. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi je pense que Cimino, enfin moi c'est mon interprétation, et pour l'avoir un peu côtoyé, je pense que j'ai pas complètement tort. Je pense que c'était quelqu'un, mais c'est le cas de nous tous, qui était animé par 2 pulsions contradictoires, mais qui cohabitaient en lui. Une partie de lui avait envie de faire des films, et de continuer d'en faire. D'ailleurs, il a écrit plein de projets, etc. Conditions humaines de Malraux étant un des plus connus. Une partie de lui voulait continuer à faire des films. Un cinéaste, il est fait pour faire des films. Et une partie de lui s'arrangeait pour que ces films ne se fassent pas à chaque fois. C'est pas normal qu'un type comme Cimino ait pas tourné pendant 20 ans. C'est pas possible. Donc, c'était les deux, toujours, en fait, en réalité, à la fois. Et c'est intéressant, parce que comme si une part de lui avait envie de conserver cette espèce de statut de légende d'artiste maudit. Parce qu'il savait, il a fait Desperate Hours, il a fait Sunchaser, et je pense qu'une part de lui savait qu'il avait perdu le mojo à partir de la fin des années 80. C'est du Cimino, c'est passionnant, mais on est très 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 loin de Jouer d'enfer ou autre. Et donc, plutôt que de continuer à faire des films et à s'éloigner et à abîmer sa légende,
en fait, une part de lui s'est arrangée pour plus tourner. Hein, parce qu'on peut se dire que beaucoup de cinéastes seraient avisés par moment. Non mais c'est vrai, d'arrêter, parce que tout cinéaste en fait, de cette génération-là, ils ont l'âge d'or de Cimino, c'est 74-85, c'est 10 ans, c'est tout. Après, c'est des films, évidemment, qui sont passionnants, intéressants, qu'on prend dans un cadre d'auteur. Alors voilà, comme c'est une œuvre, on aura toujours des choses à dire, à retrouver, à repêcher, à expliquer, tout ça s'inscrit dans une œuvre. Il n'empêche que l'âge d'or de Cimino, c'est 10 ans, pas une année de plus. Quoi. Et je pense que ça, il en avait conscience. Et Tarantino, du coup. Et Tarantino. Ah, Tarantino, bah, j'avais envie qu'il y ait en fait, qu'il y ait une sorte de fils, on pourrait presque dire, un peu inattendu de cinéma avec Tarantino. En plus, Tarantino, au moment où je vais le voir, c'est le moment de la Oscar season. Je vais faire court. Parce que la raison pour laquelle Tarantino m'intéresse, c'est qu'il a fait Once Upon a Time in Hollywood. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fait ce film-là 6 mois avant, je n'allais pas le voir. Voilà. Mais pour moi, il a fait son plus grand film, un des plus grands films américains de ces dernières années. Il a surtout fait un film où je me suis dit, il y a un truc chez lui qui peut comprendre Michael Cimino. Les films précédents, ça ne me convainc pas qu'il va capter Cimino. Le côté, c'est une belle fusillade, d'accord, c'est pas grand-chose. Mais quand on fait Once Upon a Time in Hollywood, cette espèce de rapport à l'histoire, ce rapport au temps passé, ce rapport à la mélancolie, premier film adulte pour moi de Tarantino, là, il a l'âge de quelqu'un qui peut commencer à comprendre Michael Cimino. Comme quand un jour on a l'âge pour comprendre le Guépard du Visconti. Voilà. On peut le voir 25 fois, puis un jour on le comprend. C'est pas tout la même chose. Et là, je me suis dit, ça va être intéressant. Donc je le contacte. Lui, d'ailleurs, me répond immédiatement qu'il adorerait le faire. Sa réaction est intéressante. Alors, ça parle aussi de lui, d'une certaine manière, parce que Tarantino, on va souvent le voir. D'abord, il va faire son show, ce que je voulais surtout pas. Il crie, il parle, etc. Bon. Et puis, on va surtout le voir quand même pour aller parler de cinéastes de série B ou de genre, en fait, en réalité. Vous entendez assez peu Tarantino parler de grandes figures ou de grands classiques. Et je pense qu'il arrive, lui, à un moment de sa carrière où il en a marre de venir dire Corbucci, Soliba, c'est génial, Eddie Léo, c'est génial, etc. Il dit, ouais, mais bon, quand même, moi, Tarantino, donc Cimino, d'ailleurs, vous avez vu comment il est. Bon, il est déprimé parce que West Point Hollywood n'a pas marché comme il voulait, que le film n'aura rien aux Oscars, donc ça lui a donné un gros coup à Tarantino. Ce qui, même, je pense, dans l'histoire du cinéma américain, est hyper intéressant, ça, enfin, bref. C'est un autre sujet. Mais il a pris un gros coup, et donc moi ça m'a servi du point de vue de son énergie, parce qu'il est complètement flagada. Il n'est pas du tout virevoltant comme il est d'habitude à faire son show qui n'impressionne que lui en fait en réalité. Et je pense qu'il est, à mon avis, il est écrasé, par la déprime de la réception de Hollywood, et 2, il est écrasé parce qu'il va parler pour une fois de quelqu'un qui en fait lui est, en termes de réputation et de place dans l'histoire du cinéma, supérieur. Alors que quand Tarantino parle de Corbucci, moi j'adore Corbucci ou Solima, mais pour la plupart des gens, c'est des petits maîtres, et puis voilà, qui sont sauvés par une espèce de type qui s'appelle Tarantino. Là, les pareils de Michael Cimino, il est dessous. Et donc, voilà, comme dirait Godard, regarder un écran de cinéma, c'est lever les yeux. Et là, il lève les yeux vers Michael Cimino, et ça m'intéressait aussi beaucoup. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir Eastwood, vous voyez, pour avoir, je dirais, l'après et l'avant, d'une certaine manière. Voilà. Et il fait aussi un peu, Tarantino, un contrepoint, enfin pas antagoniste, mais vraiment un contrepoint justement à ce que vous venez de dire, dont parle plus spécifiquement Tobac et Oliver Stone, c'est-à-dire lui dit bon, toutes ces histoires d'artistes maudits et tout, ça ne m'intéresse pas, revenons au film. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, il a comment dire, ça ramène aussi, ça permet d'embrasser comme ça, à la fois la complexité du cheminement de Tarantino, de Cimino, de son ambivalence dont vous venez de parler, et puis à un moment donné, puisque en plus votre film a quand même une construction qui fonctionne par moments un peu de manière, je ne sais pas comment dire, en circonvolution comme ça, et donc de revenir à nouveau vers
vers Oui, les oui. films. La question, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, c'est que la question de l'échec de la porte du Paris, enfin cette question-là, qui est une vraie question d'historien de cinéma, sur laquelle on peut se battre, etc., je la trouve pas intéressante en réalité. On peut parler des heures, écrire 25 livres, c'est de la faute de qui, du pourquoi, mais on parle pas de cinéma là. Le cinéma, c'est pas ça. Et donc, moi, dès le début, par contre, pour le coup, je savais que je voulais que cette question-là, de façon extrêmement simple, c'est on atteint le fameux lac, Medicine Lake, de l'île Glacier, Montana, là où était tourné La Porte du Paradis. On sera en hiver, on pose cette caméra-là, on a la chance, ce qui a été le cas, qu'une tempête se lève. Ça c'est les fameux cadeaux de la nature dont parlait Michael Cimino. Quand on sait regarder la nature, elle vous le rend, très concrètement. Donc une tempête se lève à ce moment-là, et donc là j'ai ma séquence. Moi ce qui m'intéressait, c'était d'aller sur le lieu de la Porte du Paradis, à un moment hivernal, on se retrouve 40 ans plus tard, qui est à la fois le fantôme est là, mais c'est quasi méconnaissable, et en même temps on reconnaît l'endroit, etc. Et je me suis dit, la tempête va me permettre de balayer, au sens strict du terme, cette question-là. Et donc, à ce moment-là, on utilise les critiques de l'époque, qui sont des critiques hallucinantes. Ça m'amusait de réécouter, de reprendre ces gens-là. C'est pas un jugement de l'époque, je pense qu'aujourd'hui, on entend des choses comme en 40 ans, on sera plié de rire. Mais donc voilà, j'entends ces gens-là qu'il n'y a rien dans le film, c'est une catastrophe, il y a une violence à l'égard de ce qui est dit incroyable, qui nous semble tellement folle, parce qu'on peut émettre des critiques, mais ce qui il y a autre chose qui se joue. Et je me suis dit, les critiques, je vais les mettre, je ne montrerai pas leur visage évidemment à ces gens-là, parce que ce qui compte, c'est cette rumeur abjecte qui se meurt, et puis on va mélanger, et en les mélangeant, les critiques s'annulent, ils disparaissent, et le vent les balaye. Ce qui est le vent évidemment de l'histoire, le vent de l'histoire du cinéma, tout ça on s'en fout complètement aujourd'hui. Et puis c'est aussi le vent de Michael Cimino, parce que chez lui, le vent a un rôle important, et la poussière, fin de la Porte du Paradis. Grand truc, évidemment. Et je me suis dit, génial, c'est-à-dire qu'en fait, et après, Tarantino me fait ce cadeau, sans même que je lui demande, il me dit, je m'en fous. Parce qu'en fait, je lui en parle avant, et en fait, je l'excite un peu là-dessus. Parce que je sais que ça ne l'intéresse pas. Et je lui dis alors, on va peut-être parler un peu de la Porte du Paradis, de l'échec, etc. Donc il est énervé à ce moment-là, il me dit on va pas remettre les couverts, mais je l'énerve pour que lui s'énerve derrière. Donc je lui repose la question, et là de façon plus lente, il dit soyons un peu sérieux, reparlons pas de l'échec de la Porte du Paradis. Et donc j'ai exactement ce que je veux. Puisque à la fois on l'a préparé par la séquence qui va balayer tout ça, par l'arrivée de Tarantino, et voilà. Est-ce que, du coup, il y a encore une... Allez-y, alors attendez juste le micro. Ça arrive. J'ai beaucoup apprécié votre documentaire. J'ai eu l'impression que vous aviez fait 2 heures, en fait. J'avais fait quoi? Vous aviez fait deux documentaires. Ouais. Un qui était la première partie, avec les personnes dans la ville, qui était plutôt un documentaire social. Et puis la deuxième partie qui est peut-être classique sur vraiment le réalisateur, les gens qui vont parler de lui. Et je voulais un petit peu comprendre ce parti pris. J'ai l'impression, par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure, qu'il y a une espèce de tiraillement entre ce que vous avez envie de faire et peut-être ce qu'on vous a commandé. Ah oui, alors, non, il y a peut-être du tiraillement que j'ignore, vous savez, qui n'est pas tiraillé, ça, il n'y a pas de problème, j'admets tous les tiraillements que vous voulez. De la commande, non, la commande, c'est un truc qui est passé sur Arte 52 minutes, qui était un doc. La commande, elle a eu lieu, elle a été faite, etc., ça a été diffusé, donc ça, c'est... il y a eu un coup de vent, puis on l'a oublié, vous voyez. Et donc non, il n'y a pas eu de tiraillement dans le sens où ce que vous avez vu là, en fait, c'est exactement ce que je voulais faire. Après, j'aime bien ce que vous dites sur les deux parties, parce que moi j'avais envie d'un film dialectique, et j'avais envie que il n'y a pas de deuxième partie sans la première, et il n'y a pas de première sans la deuxième, vous voyez. C'est-à-dire que tout ce que je vous disais tout à l'heure sur le moment où on parle énormément de Cimino sans jamais citer son nom, le geste Cimino, etc., doit préparer l'avènement du cinéma de Michael Cimino, dont on va ensuite parler, et sa focale, et son rapport, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne me suis pas dit à un moment donné, bon, il y a une première partie
qui, comme vous dites, enfin, qui est social, etc., à ce moment-là, et puis après, cut, John Wayne ou John Ford remet l'Oscar à Cimino, et puis on passe à autre chose. Non, je pense que l'un était pour moi, je dirais, mais presque la résultante absolue de l'autre. Par contre, je n'aurais jamais commencé le film avec la deuxième partie. Ça aurait été un contresens, une erreur énorme. Enfin, ça aurait été un film Wikipédia, dans le sens où j'étais parti, on s'en fout de Michael Cimino, il a ses films avant. Ce qui est le plus intéressant, c'est la connaissance auquel nous a donné accès Michael Cimino. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je disais tout à l'heure, les films nous apprennent le monde, c'est ça qui compte. Et donc, pour moi, j'aime beaucoup, en plus, parce que j'aime bien, sans doute, je pense au raccord de l'enfer, au raccord de, je sais pas, de Laurence d'Arabie ou autre, je crois énormément à la violence des raccords entre certaines parties à certains moments. Vous voyez, il y aurait eu un moyen qui aurait peut-être permis que vous ne me posiez pas la question, qui aurait été un espèce de truc beaucoup plus cool et sneaky, pendant un quart d'heure, vaguement on va passer de l'un à l'autre. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre du passage du temps, de la rupture qu'on doit faire. C'est un peu violent, mais on passe d'un endroit à un autre. Vous voyez, Voyage au bout de l'enfer, on passe de quatre potes ensemble, jouant un nocturne, un petit endroit, etc., à lance-flamme Vietnam. Vous voyez, d'abord parce que je pense que le raccord est formidable aussi pour montrer le temps qui passe. D'ailleurs, je ne connais pas d'autre moyen plus beau au cinéma que ça. Vous voyez, je trouve ça mieux que Benjamin Button, quoi. C'est-à-dire que je pense que la meilleure façon de faire comprendre le temps qui passe et la violence de la mélancolie, c'est le moment où on prend quelqu'un et puis on le récupère dans le plan suivant, et là, 2 ans, 5 ans, quelque chose s'est écoulé. Il n'y a rien de plus vieux. Quand on voit arriver Christopherson au début de la seconde partie de La Porte du Paradis, il aurait très bien pu, Cimino, le montrer vieillir petit à petit, montrer la barbe qui pousse pendant 10 minutes, ridicule. Non, on le quitte, il est au firmament, la danse, etc., etc. L'avenir est ouvert pour tous ces gens-là. Plan suivant, tout est déjà fini. Il a pris 20 ans, il ne croit plus à rien, il est blasé, il est dans le noir. Ça, c'est génial. Et donc tout ça pour dire que cette idée, en fait, du raccord un peu cut entre les deux parties, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de les mettre, en fait, en relation, et pas du tout, enfin, en tout cas, c'était l'idée, de commencer autre chose. C'est que enfin le sujet qui a mis du temps à naître au cours de la première partie, en tout cas Cimino sort de l'Amérique, et c'est pas l'inverse. Là, il a une légitimité pour que maintenant j'en parle. Voyez, et c'est pas parce que c'est un cinéaste qui a fait des super films que j'ai envie d'en parler. Ça m'intéresse pas plus que ça en réalité. J'ai déjà fait un livre là-dessus, c'est bon. Pour moi, l'affaire est réglée. Non, c'est parce que on a découvert, c'était tout ce qu'on racontait au départ sur le rapport à l'Amérique, cette adéquation entre son cinéma et ce qu'étaient ces gens-là, cette communauté, la communauté qui était quand même un des thèmes qui moi m'intéresse beaucoup dans le cinéma américain. Je pense que c'est même le seul sujet du cinéma américain. Et d'un seul coup d'aller de rentrer avec Michael Cimino, ce qui fait que la seconde partie, je pense que la première partie, alors pour faire, c'est un peu chiant ce que je veux dire, mais c'est vrai, la première partie, c'est une partie qui est au présent, d'une certaine manière, totalement hantée par le passé, par des choses comme ça. Mais de façon, je trouve assez joyeuse, c'est que ces gens-là, c'est pas des gens qui font la gueule, les gens de Nigo Junction. Il y a eu un âge d'or, c'était fabuleux, mais pour autant, ils ne sont pas déprimés. Donc ça, je trouve ça remarquable. Mais j'avais envie que la deuxième partie soit une partie beaucoup plus mentale. C'est-à-dire que, y compris du point de vue du filmage, des fondus, en fait, on n'a jamais quitté Nigo Junction dans le film. Pour moi, c'est comme ça que je veux raconter le film. D'où le fait qu'on y revient, et puis par moments, on rentre dans le rêve de Michael Cimino. Il est là comme un fantôme, on part contre des espaces qui ne sont pas forcément connectés entre eux, parce que vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut passer, je ne sais pas, d'un raccord du Montana à l'Indiana? Il y a 10 000 bornes entre les deux. Mais c'est qu'à partir du moment où on prend la route, on rentre dans le fantasme de Michael Cimino. Et là, il n'y a plus du tout de continuité géographique, alors qu'il y en a une énormément dans la première partie, où il y a un lieu qui a sa géographie, qu'on respecte, où est-ce qu'on est avec des gens qui existent encore aujourd'hui, etc. À partir des Oscars, on rentre dans un fantasme. Et donc le montage, après il faudrait voir le film comme ça, est conçu différemment, si vous voulez. Le montage il est conçu mentalement dans la seconde partie, alors qu'il est beaucoup plus naturaliste dans la première. Voilà. Je crois qu'on a bien voyagé à l'intérieur et du territoire, au fond, un mirage. Ce qui est super beau, c'est que c'est aussi quelque chose qui advient sur un territoire, Bien sûr. au sens premier du terme. Bien sûr.
Donc, merci Jean-Baptiste Auré. Merci Laura, puis merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt.